Des mouvements urgents emplissaient le champ de bataille alors qu'une guerre intense entre monstres et pièces faisait rage, jonchant la terre d'innombrables cadavres. Là, Telu courait aussi vite qu'il le pouvait, désespéré d'arriver à temps. Un être étrange commença soudainement à se former de nulle part et se transforma en une manifestation démoniaque et impitoyable de pur miasme. Le garçon trébucha et tomba par terre juste avant d'atteindre sa famille, qui lui sourit en lui disant de continuer à vivre sans eux. Bien qu'il les ait appelés et suppliés à plusieurs reprises d'arrêter, les deux firent face au monstre pour protéger l'enfant dans leur foyer. Les yeux de Telu s'ouvrirent brusquement, humides de larmes d'un autre cauchemar tragique. Se levant et les séchant, il maudit le rêve qui ne cesse de le visiter la nuit. Heureusement, ses pensées sont interrompues lorsqu'on lui ordonne d'aider à mettre la table pour le petit déjeuner. Dans la salle à manger d'un grand bâtiment, chaque place avait un bol de soupe chaude et un morceau de pain devant elle. Le garçon se déplaçait comme un robot, peu enthousiaste à l'idée de faire des corvées si tôt le matin. Peu après, les autres enfants saluèrent la directrice, encore somnolents, en se dirigeant vers leur siège. Tout le monde joignit les mains en signe de gratitude pour le repas, mais se plaignit discrètement de devoir manger du pain et de la soupe fade 3 jours de suite. Dès qu'il entendit cela, les yeux de Telu pétillèrent, et il saisit l'occasion d'enfourner les repas des autres enfants dans sa bouche. Cela les met en colère, bien sûr, et il demande pourquoi cet idiot prend leur nourriture. Il rétorque que ce sont eux les idiots de se plaindre pendant le repas au lieu de manger. Un garçon lui donne un coup de poing au visage, déclenchant son indignation car il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Alors que la bagarre commençait à s'intensifier, il crie qu'il a quelque chose d'important à faire, contrairement à tous les autres ici. C'est quelque chose qu'il dit tout le temps mais qu'il refuse d'expliquer, et il met simplement fin à la conversation en les traitant d'idiots. Alors que la directrice fulmine de colère à cause de la bagarre, il s'enfuit à l'extérieur, ignorant ses appels furieux. Il allait retrouver sa famille lui-même, peu importe ce que les autres disaient. Dans la paisible ville de Rustling Braes, Leaf, des enfants jouaient joyeusement dans la rue. Ils se répartissent tous des rôles, quelques-uns étant des purificateurs et l'un étant une pièce. Un père grincheux refuse de jouer le monstre dans leur jeu, mais dès que les enfants commencent à prétendre être de grands héros, il grogne et fait des grimaces pour imiter la férocité de leurs ennemis. À ce moment-là, un enfant qui recule et bouscule quelqu'un. C'est une vraie pièce qui leur rappelle gentiment d'être prudent en jouant. Un garçon demanda avec enthousiasme à voir la chose qu'il obtienne après avoir vaincu un monstre. Et bien qu'il s'exécute, il ne comprend pas vraiment pourquoi c'est si intéressant. Pour lui, ce n'est qu'une pierre magique trouble. Mais pour les enfants, c'est la preuve de sa victoire au combat. Le revenu d'une pièce provient du confinement du miasme d'un monstre et de sa vente à la guilde. Contrairement aux citoyens ordinaires, les pièces ont la permission de quitter la ville et de s'aventurer à l'extérieur. Telu maudit le fait de ne pas pouvoir partir à cause de cette règle, mais se calma, bien conscient qu'il devait faire quelque chose avec le pouvoir qu'il avait maintenant. Une foule s'était rassemblée au milieu de la ville, un brouhaha excité emplissait l'air alors que la personne célèbre qui l'attendait arrivait enfin. Capitaine Foll, une pièce aux allures de clown, suscitait l'admiration. Bien que son sourire soit terrifiant, ses talents avec les balles sont les meilleurs qui soient. Il le prouve en jonglant avec quelques balles, les empilant pour s'élever haut dans les airs. Rassemblant une boule de magie au bout de ses doigts, il souffle dessus et la gonfle comme un ballon. Dès qu'elle éclata, un homme intimidant apparut de nulle part. Il s'appelle Hans, un grand frère sincère qui a des compétences aiguisées malgré son apparence. Crachant une rafale de flammes, ils terminent leur performance tape à accent grave l'œil en rebondissant avant d'atterrir au sol, puis s'inclinent pour céder la scène aux sœurs Mikatama. C'est une paire de jumelles demi-humaines, capables de bouger et de rebondir si vite qu'un œil normal ne peut pas les suivre. La foule était déjà émerveillée par leur performance, mais ils n'en étaient qu'au meilleur moment. Pour le grand final, les sœurs tirent des rideaux rouges pour révéler une, l'elfe mystique. Avec ses mèches de cheveux dorés flottant au vent, elle rassemble de l'énergie magique dans ses paumes et affiche un sourire confiant. Plusieurs autres orbes magiques tournoyaient autour de son corps. En plus d'être une pièce de la plus haute classe, elle est bien connue pour divertir la foule avec son coup spécial. Les orbes sont envoyés haut dans le ciel où ils s'entrechoquent et se brisent pour décorer le ciel de magnifiques et colorés scintillements de lumière. Un spectacle aussi brillant émerveille naturellement le public qui applaudit et acclame pendant que la troupe prend ses pauses finales. Au milieu de tous les applaudissements, Telu se tenait silencieusement, concentré sur la recherche du moment parfait. Saisissant sa chance, il s'enfuit seul et trouve un carrosse à l'allure coûteuse. Il appartient à la troupe et l'entrée devrait être interdite, mais sans personne pour le garder, le garçon est libre de se faufiler à l'intérieur et de fouiller parmi les objets. Une fois qu'il a ce dont il a besoin, il part aussi vite qu'il est entré. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. Aujourd'hui sera sa 200e tentative. Tentant une nouvelle fois sa chance, il prend une bouteille et attache une corde autour de son goulot. Debout sur la branche d'un grand arbre, il la fit tournoyer et la lança vers une autre branche. Réussissant à s'accrocher, il sauta et se balança, le cœur rempli d'espoir. Aujourd'hui est le jour où il va sortir. Un grand cri emplit l'air alors qu'il mettait toute sa force dans son élan. Quelques instants plus tard, Brune sourit maladroitement en trouvant le jeune garçon par terre après qu'il ait surpris la troupe avec un autre échec spectaculaire. Elle dit qu'il devra y réfléchir un peu plus, mais propose néanmoins de réconforter le pauvre petit garçon. En marchant ensemble à travers la ville, elle le gronde pour avoir fait quelque chose de si imprudent. Cependant,
Tellu n'écoute même pas ses paroles, car il est trop occupé à regarder et à baver devant l'odeur délicieuse provenant d'un chariot de nourriture. L'odeur de la viande grillée infiltra ses narines. Bien qu'elle n'aime pas être ignorée, l'elfe lui demande s'il en veut. Il nie vivement et dit qu'il est juste curieux, car c'est quelque chose que l'orphelinat n'a jamais. Il est rapidement réduit au silence avec une délicieuse brochette dans la bouche, mais il insiste toujours sur le fait qu'il n'a rien demandé et qu'il finit juste ses restes. Acquiesçant, elle mentionne qu'il veut retrouver ses parents capturés par des monstres et suggère qu'ils deviennent d'abord une pièce pour avoir assez de force pour les sauver le moment venu. Après un moment de silence, il raconte qu'il rêve plus souvent du moment où ils ont été séparés. Croyant que cela doit signifier quelque chose, il insiste sur le fait qu'il l'appelle à l'aide de cette façon. Il sait que c'est peu probable, mais il insiste sur la possibilité qu'il soit encore en vie. Tant qu'il ne les verra pas de ses propres yeux, il n'acceptera pas leur mort. Voyant Rune le regarder, il a une idée et dit que la troupe doit bientôt reprendre la route. Il demanda la permission de se joindre à eux, promettant de ne pas les déranger du tout. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut autoriser, car même des pièces comme eux peuvent être tuées à l'extérieur s'ils ne font pas attention. Les monstres à l'intérieur du carré sont beaucoup plus forts et même 100 pièces pourraient ne pas suffire à les combattre. Elle comprend ses sentiments, mais tel qu'il est maintenant, le monde extérieur est tout simplement trop dangereux. Au lieu de cela, elle l'encourage à devenir plus fort et plus sage pour qu'il puisse retrouver ses parents ensemble quand il sera plus grand. Il est réduit au silence par sa promesse enthousiaste et sincère. Ceci étant décidé, la pièce vétérane propose de faire un entraînement de force avec lui tout de suite. Cependant, il a toujours l'impression que cela prendra trop de temps et s'enfuit obstinément seul, laissant la gentille elfe derrière lui. Près du carrosse au milieu de la ville, Rune s'étira les membres pour commencer la matinée. Elle soupira en se plaignant, détestant l'idée de sortir chasser des monstres par une si belle journée. C'était pour le moins agaçant et pénible. Malheureusement, on ne peut rien y faire, car il ne gagne pas assez d'argent juste avec les spectacles de cirque. Alors que les sœurs Mikatama lui tapotent la tête de manière réconfortante, elle se plaint qu'elles sont trop matures. D'un autre côté, Hans traite l'aîné de pathétique pour avoir besoin d'être consolé par les plus jeunes chaque fois qu'ils doivent sortir. Elle est irritée par son attitude envers elle, et cela déclenche une dispute à hauts cris qui frôle la bagarre physique. Le capitaine Fowl apparut juste à temps pour apaiser les deux, leur disant de regarder sa nouvelle technique. Il s'était transformé en une balle avec une épée transperçant le sommet. Cela ne suscite pas une réaction dithyrambique, mais suffit heureusement à les distraire pour qu'ils ne continuent pas leur dispute. Un peu plus tard, Hans demande à Rune si elle est sérieuse à l'idée d'entraîner Tellu pour qu'il devienne une pièce. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas le choix, car il se serait faufilé dehors tout seul si elle ne le faisait pas. Disant qu'il vaudrait mieux l'endurcir d'abord, elle place soudainement la responsabilité sur son camarade. Leur conversation est interrompue par Fowl, qui ne semble plus trouver son épée tout d'un coup. Il en va de même pour les sœurs, qui hurlent en réalisant que leurs couteaux ont disparu. Hans perdant sa fusée de feu d'artifice étant la goutte d'eau, Rune pâlit en ayant une idée de ce qui a pu se passer. Comme toujours, Tellu croyait qu'aujourd'hui était le jour, il s'était attaché à une fusée dans une autre tentative pour atteindre l'extérieur. 24 heures plus tôt, les sœurs Mikatama demandèrent à Hans sur quoi il travaillait. À côté de lui se trouvait une fusée de feu d'artifice, qu'il avait achetée pour un prix modique. D'après le vendeur, il peut libérer quelque chose de similaire aux balles magiques de Rune. Il suggère qu'il s'est juste fait arnaquer en achetant des invendus et se demande quand il utiliserait une telle chose alors que leur spectacle est déjà terminé. Ce qu'il ignorait, c'est que Tellu les observait déjà et complotait non loin de là. Son visage se déformait sous la vitesse de la fusée, mais il était certain d'y arriver cette fois. Ce fut un voyage ardu, mais il a finalement franchi les murs en volant et a crié de triomphe, mais seulement pendant une seconde. Après tout, les fusées de feu d'artifice explosent une fois qu'elles atteignent leur apogée. Paniqué, il commence à couper les cordes autour de sa taille, désespéré de se libérer. Heureusement, il y parvient à temps et atterrit sur un lit de feuilles douces. Ses yeux s'ouvrent avec émerveillement alors qu'il voit enfin le monde extérieur, rempli de diverses traces de vie, rempli de détermination et d'espoir. Le jeune homme fait confiance aux outils qu'il a préparés pour l'aventure. À peine se dit-il que tout ira bien, qu'une bête lui bondit dessus par derrière. Heureusement, il la voit et l'esquive juste avant d'être mis en pièces. Le monstre loup, Kani, le ciblait juste au moment où il commençait son voyage. Essayant de se débarrasser de sa peur, il fait face à l'ennemi pendant quelques instants haletants. Ses griffes sont soudainement apparues à quelques centimètres de son visage. Mais comme auparavant, il est capable de bouger assez vite pour éviter le danger de justesse. Cependant, le monstre était maintenant juste à côté de lui, grognant avant même qu'il ne puisse se ressaisir. Alors qu'il bondissait, les crocs découverts, Tellu tira sur une corde et alluma la mèche d'une plus petite fusée à proximité. Elle s'est lancée vers eux et a frappé le loup juste derrière la nuque. Sans perdre une seule seconde, il a saisi son épée et l'a brandie vers la gorge de la créature, décapitant l'ennemi et mettant fin au combat en un instant. Il soupira de soulagement, content de l'avoir vaincu. En gros, il a allumé le petit feu d'artifice, se positionnant dans sa trajectoire pour surprendre l'ennemi. Le vent lui donne de l'espoir et lui fait réaliser que même quelqu'un comme lui peut se battre. En fait, si les choses continuent ainsi, il pourrait retrouver ses parents en un rien de temps. Se retrouvant avec le cadavre du loup, il fouille dans ses affaires et sort une pierre de mana.
Dès qu'elle est soulevée au-dessus du corps de la créature, l'énergie sombre est transférée à l'orbe. Les monstres naissent lorsque le miasme se rassemble et se matérialise. Étant composés de miasme, les monstres agissent par instinct pour accumuler plus de magie, remplissant des pierres magiques vendues à la guilde. L'énergie sera ensuite purifiée pour devenir une source de pouvoir magique. Comme tout se passe bien jusqu'à présent, Telu est impatient de montrer bientôt la pierre magique à Rune. À bien y penser, il pourrait bien être la plus jeune personne à avoir vaincu un monstre. Si c'est vrai, d'autres pièces pourraient le remarquer et le considérer comme un nouveau venu prometteur, mais il se retient de s'emporter. Il s'assure de rester sur ses gardes. Quelque chose fait soudainement un bruit dans les arbres et il se demande si c'est un autre Kani. Comme il ne l'a pas encore remarqué, il prend son épée pour lancer une attaque surprise. Prêt à se battre, il a chargé avec une passion ardente. Cependant, quelque chose de sinistre apparaît sous ses yeux. La silhouette menaçante était étrange. Son corps se figea, ses yeux tremblèrent, et son cœur semblait sur le point d'exploser hors de sa poitrine. La mort et la décomposition suivaient le monstre qui approchait, qui est l'être exact qui lui a enlevé ses parents. On dirait qu'il est venu le chercher, lui. Telu essaie de se calmer, se disant que c'est sa chance de venger ou de sauver sa famille maintenant. Cependant, il ne pouvait pas s'arrêter de trembler, peu importe à quel point il se disait de brandir sa lame. Contre tout ce que son esprit lui disait, son corps ne pouvait absolument pas bouger. Le monstre leva sa lame pour aider à réunir le garçon avec sa mère et son père, mais un barrage familier de lumière verte le fit basculer au loin. Il se releva, visiblement furieux. À ce moment-là, Rune apparut avec le reste de la troupe et s'excusa d'arriver bien trop tard. Le monstre pencha la tête, fixant la fille qui venait de le frapper avec un sort. Rune le dévisagea en retour, totalement imperturbable malgré une énorme entaille provenant de sa lame. Une énorme quantité de miasme fut libérée, mais une grosse orbe rouge protégea le groupe humain de tout mal. C'était la barrière du capitaine Fowl, mais même lui admet que le coup était tout simplement incroyable. Telu reprend ses esprits et demande comment ils l'ont trouvé, on lui répond qu'il est impossible de manquer une telle masse de miasme. Il le félicite d'être resté en vie. Maintenant, il doit juste reculer et les laisser s'en occuper. Toujours tremblant de peur, il demande ce qu'est l'ennemi et révèle que c'est le même qui a enlevé ses parents. C'est incroyable et dangereux vu sa proximité avec le village de Leaf. Par conséquent, elle demande aux autres d'évacuer la ville pendant qu'elle le tue, même si elle doit y laisser la vie. La lance spirituelle, Gungnir, se matérialisa dans ses paumes, et elle disparut de l'endroit où elle se tenait. Lapis chargea le monstre qui para sa lame avec la sienne. Voyant la bataille intense et furieuse se dérouler sous leurs yeux, Anne dit qu'il n'y a aucun moyen de la soutenir sans la gêner. Les seules ondes de choc de l'affrontement les forçaient à s'accrocher. À ce moment-là, la première confrontation s'est soudainement arrêtée alors que les deux s'éloignaient l'un de l'autre d'un bond. Pour sa prochaine attaque, Rune fit tournoyer et virevolter la lance dans ses mains. Elle allait de plus en plus vite jusqu'à ce qu'un tourbillon entier apparaisse au-dessus d'elle. Elle a dû injecter des balles de magie dans la tornade, mais l'elfe n'avait pas encore terminé. La foudre crépita et s'abattit sur la terre alors que la tornade créait un courant ascendant qui invoquait d'épais nuages d'orage. Avec un sourire confiant, elle provoque l'ennemi. Le monstre fit un pas en avant à contre-cœur, forcé de s'approcher et attiré par le tourbillon du sort. La situation semblait prometteuse, surtout quand il fut finalement consumé par le vent déchaîné. Des balles magiques ont frappé son corps à plusieurs reprises, mais elles n'ont fait que l'agacer davantage. S'enveloppant de miasme, le monstre a tenu bon et a résisté à la puissante attraction de sa magie. Elle essaie à nouveau, cette fois-ci portant plusieurs coups directs sur son corps, mais il dissipe son attaque avec un épais miasme une fois de plus. Pour ne rien arranger, il l'atteint et commence à corrompre son corps. Alors qu'elle criait de douleur la première, le reste des pièces suivit bientôt, hurlant et se tordant alors que la force maléfique les frappait. Comme Telu semblait être le seul épargné, il a couru pour les sauver, mais même lui est vite tombé victime du pouvoir corrupteur de l'ennemi. Contrairement aux autres, son corps est trop faible pour endurer longtemps, et il est projeté au sol en quelques instants. Il était au sol, le regard vide. Pendant ce temps, le monstre regarda autour de lui et jeta son dévolu sur sa première victime. Tama rampa sans défense, le suppliant d'arrêter. Sa sœur était dans les airs, soulevée par la main qui la tenait à la gorge. Aucun d'eux ne pouvait rien faire pendant que le monstre ouvrait la bouche, béante, pour dévorer le corps entier de Mika d'une seule bouchée. Des larmes coulaient des yeux de la demi-humaine, regardant sa sœur être avalée lentement. Soudain, l'ennemi était au sol à quatre pattes et courait vers sa prochaine cible, Tama. Alors que Telu maudissait le fait de ne rien pouvoir faire, le capitaine Fowl sauta entre eux. Le clown est dévoré ensuite, tout aussi impuissant que son ami. Si seulement le garçon était plus fort et avait plus de pouvoir, alors peut-être que son père, sa mère et tous les autres seraient en sécurité. Rune était au sol, complètement épuisée après s'être battue seule plus tôt. Comme les autres, elle ne pouvait rien faire pour résister, tandis que l'ennemi tendait la main pour prendre son corps et l'enfoncer dans sa gorge. Il n'y avait aucune différence entre eux, ce que Telu n'avait pas réussi à sauver. C'était son tour maintenant. Tout en pleurant et en acceptant sa mort, il ferma les yeux et sentit le monde changer. Il n'était pas encore mort. En ouvrant les yeux, il se retrouve entouré par les étoiles de l'univers et regarde autour de lui pour trouver quelque chose d'identifiable. Derrière lui se trouvait une boule de pouvoir géante, qui lui demanda alors si l'humain désirait du pouvoir. Telu demande à l'être qui il est,
Alors la lumière commence lentement à se matérialiser et à prendre forme. Une créature ressemblant à un tigre est apparue, disant que c'était leur première rencontre. L'esprit du garçon était rempli de questions, car il ne comprenait rien à ce qui se passait. On lui dit donc de se calmer et de se taire, pendant que Ingvo explique tout. Il est dans un monde entre la vie et la mort, mais ce sera fini pour lui s'il se réveille maintenant. Telu reste silencieux, bien conscient que c'est vrai. Pour l'aider, le tigre est venu proposer un marché au nom de l'esprit. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps, il devra garder ses questions pour quelqu'un d'autre. À mesure que les monstres deviennent plus actifs, le miasme augmente et le pouvoir magique diminue. Pour ne rien arranger, l'ennemi qu'il affronte a le pouvoir de perturber l'équilibre du monde. L'image de ses amis se faisant dévorer tout entier était encore vive dans son esprit. Alors il demande ce qu'est exactement ce monstre. C'est X, un démon calamiteux qui vole le territoire humain et étend le royaume des démons. Si on le laisse faire, même la vie des esprits sera réduite à néant, mais ils ne peuvent pas le vaincre seuls. C'est là qu'il intervient, car ils veulent accorder à un humain le pouvoir des esprits pour détruire le démon. Telu est celui qui l'ont choisi pour ce rôle. Avec lui comme médium, Envu peut libérer tout son potentiel, mais un tel pouvoir serait douloureux. Le garçon ne comprend toujours pas pourquoi ils l'ont choisi. Il n'est pas censé poser trop de questions, mais pour faire simple, il peut remercier ses parents pour cette opportunité. Ils n'ont plus de temps et il doit se décider maintenant. Acceptera-t-il ou non? Cependant, Telu ne voyait même pas l'intérêt de la question, car il n'avait d'autre choix que d'accepter la seule chance qui s'offrait à lui. Satisfait de sa réponse, Envu éclata en une puissante gerbe de flamme et se présenta comme l'esprit de la puissance. S'il trouve les autres esprits, ils pourraient aussi lui prêter leur force. Alors que le feu s'infiltrait dans son corps, Telu retourna dans le monde réel. X tendit la main pour prendre sa prochaine victime dans le groupe, mais des flammes bleues apparurent soudainement et jaillirent de la main du garçon. Elles repoussèrent le démon et l'envoyèrent s'écraser contre un rocher. Pendant qu'il grognait de douleur, les membres restants de la troupe altèrent de choc et de confusion. Pour une raison inconnue, le petit garçon qu'il connaissait a été remplacé par un jeune homme musclé. Telu trouva cela étrange, car toute la terreur qu'il ressentait plus tôt avait complètement disparu. Pour le prouver, non seulement il a tenu bon lorsque l'ennemi a chargé, mais il s'est élancé à sa rencontre et a balancé son poing pour briser l'horrible épée d'eau. X est abasourdi et ne comprend pas ce qui se passe. La force de l'esprit de la puissance déferlait dans le corps de l'humain. Sans arme, le démon calamiteux rassembla de l'énergie dans ses paumes pour une autre attaque, mais Telu ne lui laissa même pas le temps de finir de charger et le projeta au sol d'un coup de pied. Dans une tentative d'en finir, une incroyable explosion de flammes bleues. Bien que cela ait rasé la forêt, X n'a perdu qu'une partie de son torse, ce qui était loin d'être suffisant. Cela semblait néanmoins efficace, car il tomba à genoux et trembla sous l'effet des dégâts. Sentant une présence menaçante, il tourna la tête vers le ciel et vit les jambes de Telu se balancer droit sur lui. Un seul coup de pied lui brisa une plus grande partie de l'épaule. Avec la moitié de son corps en moins, ses options étaient limitées. Pendant ce temps, l'espoir de l'humain montait en flèche, et il visait maintenant à achever complètement l'ennemi. Il frappa le sol et se propulsa dans le ciel, où il fixa la cible de son sort. Rassemblant l'énergie de l'esprit de la puissance dans sa main, il brilla comme un soleil bleu, brillant et déchaîné. C'était la fin, ou du moins, ça aurait dû l'être. Une voix l'interrompit et invoqua un portail noir, disant qu'il n'est pas facile de faire un si grand trou dans le corps du démon calamiteux. La voix venait de l'intérieur du portail. Passant à autre chose, elle s'excuse puis traîne le corps d'Ik pour partir. Telu refusa de le permettre et fonça sur eux. Ses yeux bouillonnant de rage. Son coup de poing brise le sol et les environs, mais il était trop tard. Le démon calamiteux s'était déjà échappé, laissant même un dernier au revoir pour se moquer de ses efforts. Il serra les dents et jura de fureur. Chéru du dragon des nuits a rédigé un rapport sur les dégâts de la forêt. À l'aube, 6 pièces ont rencontré un monstre non identifié causant d'importants changements dans le terrain. Le monstre en question n'a pas été retrouvé et il n'y avait aucune trace de lui. Les survivants incluent Hans, Tama et Telu, les deux premiers étant gravement blessés. Selon les témoignages, le monstre a consommé le capitaine Foll, chef de la troupe d'illusionnistes, Mika, l'une des sœurs demi-humaines, et Rune, une piste de première classe. La voix de tout alors gronda X, disant qu'il n'est pas envoyé dehors pour se faire détruire. Cela dit, elle a vu quelque chose de très intéressant, alors elle lui pardonnera et attendra de voir comment les choses évoluent. Après tout, l'ère des monstres approchait, et elle se promenait seule. Tama ne peut s'empêcher de penser que tout a changé en un clin d'œil. 2 semaines se sont écoulées depuis cette bataille, et Lifton est plongée dans une profonde tristesse suite à la fin abrupte de la troupe. Elle ressentait également une douleur insupportable, ayant perdu la moitié de son groupe sans prévenir. Hans a subi des blessures bien pires que les siennes et est toujours à l'hôpital. Quant à Telu, c'est lui qui a le plus changé. Le garçon maigrelet et enfantin passait maintenant son temps au sommet d'un arbre, regardant solennellement au loin. Son corps a grandi et sa force a considérablement augmenté, mais il n'a pas réussi à capturer l'ennemi et à sauver les autres. Il appelle Envu, qui répond et apparaît près de son bras. Il n'y avait pas le temps de demander à l'époque, mais il y a quelque chose qu'il veut savoir. X a mangé ses amis, mais il a l'idée qu'ils ne doivent pas être vraiment morts. Il le confirme, disant qu'il a volé leurs forces et pourrait les transformer en soldats pour les monstres. Il devrait encore y avoir une chance de les sauver, mais il n'y a pas beaucoup de temps.
Même ainsi, il aura besoin de beaucoup plus de pouvoir pour le faire. Ainsi, le sujet de l'existence d'autres esprits est abordé, et on lui rappelle qu'ils ont aussi besoin de sa force. Envou est sûr qu'ils seraient heureux de lui prêter leur pouvoir par crainte de l'existence du démon calamiteux. S'il absorbe correctement un esprit, il ne devrait avoir aucun problème à emprunter leur force. Il y avait quelque chose d'important qu'il devait dire, mais leur conversation fut interrompue par une explosion près des murs de la ville. On lui conseille de se dépêcher d'aller voir, car il y a une grande infiltration de miasmes dans la zone. Un enfant courait dans les rues, terrifié, tandis que des maisons et des établissements prenaient inexplicablement feu. Pour ne rien arranger, une variété de monstres semait le chaos partout, mettant la vie des citoyens en danger. Ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle ils attaquaient soudainement. À ce moment-là, un gros ours bondit sur l'enfant faible et sans défense. Heureusement, Télu arriva juste à temps pour lui sauver la vie en écrasant la créature remplie de miasmes au sol. Interpellé nonchalamment et questionné sur son état, le garçon est surpris et demande qui il est, confus. Cela lui rappelle les changements de son corps et que ceux de l'orphelinat ne comprendront probablement pas. Comme prévu, c'était choquant de le voir comme ça pour la première fois, mais il n'y avait pas de temps pour ça, et ils avaient besoin de son pouvoir pour aider. Il y avait quelque chose d'extrêmement dangereux à l'orphelinat. La maison des enfants était consumée par les flammes, et tout ce qui se dressait entre elle et la destruction complète était amas. Bien qu'elle soit encore en convalescence, elle n'a d'autre choix que d'affronter le monstre devant elle. C'était un être colossal, différent de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Dans une tentative désespérée, elle dit aux enfants de courir dès qu'elle créera une ouverture. Cependant, elle réalisa rapidement qu'un tel plan ne fonctionnerait pas contre quelque chose d'aussi puissant. Il leva son bras et le balança vers eux. Elle ne put que fermer les yeux en prévision de ce qui allait arriver, mais le coup ne vint jamais. Le poing s'arrêta net, fermement maintenu par la seule main de Télu. Arrivé juste à temps, il se retourna et lui demanda si elle allait bien. Tout en retenant le monstre, Télu se demande pourquoi il y a une intrusion soudaine. Envou suppose qu'il n'y a plus rien pour les retenir maintenant que le mana de rune a disparu. Il est aussi possible qu'il ait été influencé par l'être qui a récupéré le démon calamiteux. Pendant ce temps, Tama ne comprend pas comment le garçon a arrêté le géant ni à quoi il parlait. Il s'excusa soudainement auprès d'elle et jeta le bras, disant qu'il en finirait rapidement. Le petit garçon d'avant a vraiment changé. Pendant cette bataille, son corps a pris une forme adulte pour une raison quelconque et a submergé le monstre qui avait battu unilatéralement notre troupe d'illusionnistes. Maintenant, il sautait droit dans la gueule du géant, l'affrontant sans peur malgré la terrifiante différence de taille. À l'intérieur de ses entrailles, il invoqua l'esprit de la puissance et enroba ses mains de son énergie. Le géant triomphant vacilla soudain de surprise et commença à paniquer alors que son abdomen était bombardé de coups de poing de l'intérieur. Très vite, Télu est sorti de l'estomac et l'a vaincu, sans même verser une goutte de sueur. Même lui doit admettre que c'est étrange. Il était terrifié il y a peu, mais maintenant, il n'y avait plus la moindre trace de peur en lui. Il a tendu la main et, à la surprise générale, a commencé à absorber le miasme directement du monstre. Alors que leur bouche était bée d'incrédulité, il s'est lui aussi interrogé sur la réalité de la chose. Heureusement, Envou était là pour confirmer qu'il peut maintenant absorber même les monstres. Le miasme peut être converti en pouvoir magique pour l'esprit, ce qui le renforce à son tour. Maintenant, il comprend mieux sa capacité. Plus il vaincra de monstres, plus il deviendra fort, et ce sera à son avantage où qu'il aille. Cela lui donnerait aussi une chance de vaincre le démon de la calamité et l'être qui l'a sauvé. Avec un espoir renouvelé, il se fixe un nouvel objectif. Tama a essayé de l'appeler pour lui parler, mais il a disparu avant même qu'elle puisse finir de prononcer son nom. Le jeune homme sprintait à travers la ville. Un peu plus loin, la lame d'un soldat tremblait de terreur alors qu'il faisait face à un monstre horrible sorti de nulle part. Il tente de se défendre contre une attaque, qui malheureusement brise complètement son épée. Désormais, l'homme sans défense ne pouvait que crier alors que des mâchoires béantes se profilaient au-dessus de lui. La tête du monstre est soudainement tranchée, et avec un éclair de lumière bleue s'ensuit un carnage pour les envahisseurs enragés. Leurs corps ont été découpés en morceaux si rapidement que personne ne pouvait même comprendre ce qui en était la cause. Et voilà, ils avaient tous disparu, complètement maîtrisés par un seul homme se tenant au milieu du village en flammes. Le miasme qu'il collecte aura des traces d'Ick, car l'énergie tente de retourner à son maître. En d'autres termes, le miasme qu'il collecte jouera un rôle énorme dans l'atteinte de son objectif. Tama regardait, avec les autres villageois, Télu poser sa main sur le sol. Il n'avait jamais vu une telle capacité et elle se demandait s'il allait bien. Pendant ce temps, un garçon le regardait avec une admiration absolue dans les yeux et qualifiait le jeune homme de héros du village. Télu mâchait distraitement une autre brochette. Il a déjà mangé 20 portions, mais était toujours fatigué d'avoir autant bougé. Alors que ses amis de l'orphelinat sont stupéfaits par sa force, il rit de son appétit inchangé. Leaftown a été sauvé par Télu. En un instant, il a complètement anéanti les monstres qui attaquaient la grande ville. Inquiète de tout cela, Tama lui a demandé s'il allait bien après avoir combattu et absorbé tant de monstres directement dans son corps. Il en rit, l'assurant que tout va bien et qu'il a lui-même été surpris. À ce moment-là, sa simple poigne brise le verre dans sa main, alors il s'excuse et en demande un autre. La même chose se reproduit, menant à un silence gêné entre eux. Il sait à quel point cela semble peu convaincant, mais il insiste sur le fait qu'il va parfaitement bien.
Leur conversation est interrompue par un vieil homme qui dit devoir parler au garçon. Se demandant de quoi il s'agite, on dit à Telu que les 4 figures importantes de la guilde se sont réunies dans l'espoir de discuter de quelque chose d'important avec lui. Peu de temps après, il était de retour de l'autre côté des murs du village et sprintait à travers la forêt. Un monstre de type aviaire a poussé un cri strident vers lui, mais un seul coup de poing l'a éliminé. Les vieillards lui ont partagé des informations confidentielles, car sa force a gagné leur confiance. Après tout, il est peut-être le seul à pouvoir résoudre le problème en question. C'est à propos du monstre qu'il a attaqué ainsi que la troupe d'illusionnistes. Les monstres sont principalement divisés en 3 types. Ceux qui vivent à l'extérieur du square, ceux qui vivent à l'intérieur alimentés par le miasme, et les rois qui règnent sur le square en tant que plus forts. Ensuite, il y a quelque chose de complètement différent de ces 3 classifications principales, les démons de la calamité. Envu réalise pour la première fois qu'une poignée d'humains est déjà au courant. Celui qu'il a rencontré est connu dans toutes les guildes sous le nom d'Ick. Il n'y avait aucune trace de lui après leur combat, mais ils peuvent supposer sans risque que c'est bien lui. Ils ne savent que 2 choses sur cette sinistre entité. Premièrement, sa découverte coïncide avec une augmentation des pièces disparues, ce qui doit être lié à son comportement dévorateur. Si les rois protègent le square, les démons de la calamité peuvent être considérés comme la force offensive de l'invasion. La deuxième chose qu'ils savent, c'est que si la plupart des monstres hors du square sont ordinaires, certains ont été renforcés par le miasme provenant des démons de la calamité. C'est quelque chose auquel ils faisaient face dans la forêt maintenant. Ces ennemis renforcés sont la raison pour laquelle la guilde divulgue des informations. S'il rencontrait de telles bêtes, il lui demande de les vaincre et de collecter leur miasme immédiatement. Après tout, le miasme contiendra des traces de sa cible en tentant de retourner à son propriétaire d'origine. En d'autres termes, le miasme qu'il collecte le mènera tout droit à X. Avec cette pensée en tête, il a déchaîné toute sa puissance sur les bêtes améliorées, se précipitant vers son objectif encore plus vite. Faisant appel à Envu, l'esprit matérialise son énergie en une lame tranchante, ce qui permet à son partenaire de trancher le corps épais du monstre. Petit à petit, il a découpé l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombe au sol, immobile et vaincu. Il ne reste plus qu'à en finir complètement, alors il utilise son pouvoir magique spirituel, la fureur contraignante, et saute au-dessus de la cible avec sa lame flamboyante. Tel le bourreau de l'adversaire de l'humanité, il a abattu sa lame pour tuer le premier d'une longue série. Sachant ce qu'il doit faire, il tend la main pour absorber le miasme de la bête déchue. Sa précision est encore faible, mais il peut faiblement sentir la direction de la source. Au moins, avec ça, il a une meilleure chance de sauver tout le monde. Son père, sa mère, Rune, et tous les autres qui ont été perdus. Tremblant de colère et de détermination, il dit à X de l'attendre. Dans une grotte profonde dans la forêt, un monstre était engagé dans une bataille intense contre Telu. Il a été repoussé lors de leur affrontement et lutté malgré l'aide de Tama à ses côtés. Ils affrontaient un roi du square. Il chargea à nouveau, espérant avoir plus de chance cette fois. Tout a commencé par un incident. Il y a quelque temps, il se tenait au milieu de cadavres de monstres, déçu car aucun ne portait le miasme d'Ick. Pour ne rien arranger, les monstres ordinaires ne lui donnent pas de regain de puissance même après avoir été absorbés. Il serait préférable de chasser à l'intérieur du square, mais la guilde ne le laissera pas entrer seul sans une bonne raison. Ainsi, il se contente de gagner de l'argent et de l'utiliser pour acheter des friandises pour l'orphelinat. Il est retourné à la guilde plus tard et a été surpris de voir Tama l'attendre avec un grand sourire. Sans Mika, elle ne peut pas beaucoup aider en tant que pièce, alors elle a postulé comme réceptionniste de la guilde. Plus que de la détermination, la jeune fille n'a tout simplement rien d'autre qu'elle puisse faire. Un silence triste et gêné emplit l'air, alors elle brise l'ambiance morose en lui demandant en quoi elle peut l'aider. Il a ensuite versé plusieurs orbes magiques sur la table, disant qu'il voulait les vendre contre de l'argent. La pièce vétéran reste d'abord figée, stupéfaite par la quantité ridicule qu'il avait. Après qu'elle ait traité sa demande, Telu est retourné à l'orphelinat où les autres enfants l'ont accueilli joyeusement. Leur attention a été captée par les sacs de cadeaux et de friandises qu'il tenait dans ses bras. Ils se sont précipités avec enthousiasme vers le tas, qui était bien plus grand que ce qu'il avait l'intention d'acheter. La directrice l'a alors appelé, disant qu'elle aimerait lui parler de quelque chose. Pendant ce temps, Tama se trouvait aux abords du village et on lui parlait d'un purificateur que la guilde attendait. En fait, il se dirige vers la porte pour aller le chercher. Une femme vêtue de blanc et mâchant joyeusement des brochettes est apparue, montrant une satisfaction totale avec la collation dans sa bouche. La pièce imaginait quelqu'un de plus noble, étant donné à quel point les purificateurs sont essentiels pour libérer le square. Interrompant sa séance de grignotage, on dit à la nouvelle venue de se présenter. Tama prend l'initiative des politesses et est surprise de voir que l'étrange femme tend déjà la main pour la lui serrer. Dès que leurs mains se touchent, elle sent une énergie étrange mais légère parcourir la connexion. Son esprit entend Luna se présenter et s'excuser de l'avoir surprise. Tama fixa sa main qui portait encore des traces persistantes de la jeune fille. Comme elle ne peut pas parler, la purificatrice parle aux autres en utilisant une connexion magique. Passant à la discussion sérieuse, son attitude joyeuse change soudainement alors qu'elle aborde le sujet des personnes disparues. Telu est également informé de l'affaire et du fait que cela serait lié à un monstre en ville. C'est la première fois qu'il entend parler de ce problème préoccupant, alors il promet de demander à la guilde demain. Luna demande si les disparus ont quoi que ce soit en commun,
mais il n'y a rien de spécifique pour l'instant. Quant aux pièces, seuls quelques-uns sont au courant pour l'instant, principalement pour éviter une panique inutile. La raison pour laquelle ils ont fait appel à une purificatrice cette fois est qu'ils suspectent l'implication de monstres. Bien qu'ils pensent que Telu a tout anéanti lors de la précédente attaque, certains auraient pu réussir à s'échapper. Par conséquent, ils ont besoin de sa magie de pureté pour détecter le miasme à l'intérieur, peu importe leur apparence. Comme il s'agit d'une affaire grave qui ne peut être ignorée, Luna décide de commencer à chercher des indices dans toute la grande ville des deux mains. Une voix troublée implorait la permission de sortir. Le maire tente de calmer une mère inquiète, insistant sur le fait qu'ils font déjà de leur mieux, mais la parente ne peut accepter l'idée que son fils doit souffrir tout seul, même en ce moment. Heureusement, reprenant le contrôle d'elle-même, elle décide de rentrer chez elle pour le moment. La petite foule la regardait s'éloigner, les épaules lourdes. Silencieusement, elle envisage de demander aussi de l'aide à la guilde, mais elle ne se doutait pas que le danger était juste derrière elle. Une paire de mains a soudainement attrapé son corps, lui couvrant la bouche et l'immobilisant. Le maire fit claquer sa langue, trouvant cela regrettable car elle aurait pu survivre, si seulement elle était restée silencieuse. Elle est placée dans un grand sac et emmenée sur le champ, tandis que le vieil homme répétait que c'était dommage, encore et encore, jusqu'à ce que la raison quitte progressivement ses yeux. Telu n'avait pas réalisé que les choses avaient déjà si mal tourné. Les indices suggèrent qu'il a vraiment manqué un monstre qui se cachait maintenant et terrorisait la ville. Tama soutient que ce n'est en aucun cas de sa faute, d'autant plus que la cause est encore inconnue. Pour l'instant, ils doivent se concentrer sur la découverte de la source du problème et ramener tout le monde. Elle ajoute ensuite que la purificatrice aidera à l'enquête, et qu'ils devraient donc la saluer quand ils se rencontreront. Promettant de coopérer si nécessaire, il part de son côté pour enquêter également. Il n'a jamais vu de purificatrice auparavant, mais se souvient que Rune les a mentionnées il y a quelque temps. Elles sont considérées comme absolument essentielles pour libérer un carré. Ce sont des spécialistes qui éliminent le miasme avec de la magie de pureté, leur aide est donc nécessaire ne serait-ce que pour y entrer. Malheureusement, elles sont si rares, ce qui signifie que leur sécurité est la priorité absolue en entrant dans le carré. Endossant le rôle de dernier espoir de l'humanité, il imagine un groupe de personnes élégantes. À ce moment-là, son estomac gargouilla, affamé pour le déjeuner. Tombant avec joie sur son stand de brochettes habituel, il est surpris de voir qu'il n'en reste que 10 pour toute la journée. C'est loin d'être suffisant et il a encore beaucoup à faire, mais il décide de manger un morceau juste avant de retourner au travail. Il commande les 10 brochettes, mais Luna aussi. Au même instant, une étrange tension au sujet de la nourriture les frappe tous les deux. Voyant des étincelles de colère jaillir, le vendeur demande maladroitement qui va les acheter. Telu insiste sur le fait qu'il a commandé en premier et qu'il a un travail important à faire après le déjeuner. Une main s'est soudainement tendue pour saisir son épaule. La connexion établie, la purificatrice parla à son esprit, lui disant d'écouter attentivement ce qu'elle allait dire. Dans un stupéfiant abus de pouvoir, elle profite de son rôle et lui dit de céder les brochettes. Il est d'abord surpris, mais réalise qui elle doit être. L'homme demande au sauveur de la ville de la laisser les prendre pour l'instant et promet de se rattraper plus tard. Les yeux de Luna s'écarquillèrent en entendant cela, et les deux se jetèrent un regard d'incrédulité. Terminant sa journée de travail en tant que réceptionniste, Tama se demande si Telu a rencontré la purificatrice et décide de passer à l'orphelinat plus tard. Elle espère qu'ils s'entendront bien, étant donné qu'ils aiment tous les deux la nourriture. À ce moment-là, une paire de mains s'est tendue par derrière, mais son expérience de vétéran et ses instincts félins lui ont permis de réagir à temps. Elle a sauté pour esquiver, atterrissant même sur les épaules de l'homme pour contre-attaquer et le terrasser. Alors que son corps réagissait seul au danger, la Pisse est surprise de voir qu'elle vient de frapper un humain. Pire encore, un groupe plus nombreux l'a encerclée et a chargé de toutes les directions. Malgré ses efforts, elle est maîtrisée en quelques instants, et elle voit enfin le maire ordonner aux autres de l'emmener. Alors qu'elle luttait contre la confusion, un poing la frappa à la tête et l'assomma. Elle reprend conscience un peu plus tard. Ses membres étaient ligotés et elle pouvait à peine bouger du sol. La dernière chose qu'elle voulait envisager était que le coupable soit un humain, et l'association de quartier en plus. Le sourire toujours aux lèvres, le maire dit que c'est pour le bien de la ville, mais c'est une pensée si ridicule qu'elle ne peut pas comprendre. Lorsque les monstres ont envahi la ville il y a 4 mois, il a été approché par l'un des leurs avec une proposition. C'était un accord très logique, fondé sur la prise de conscience de l'incompétence des pièces. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient envahir quand ils le voulaient, mais ont conclu un accord de coopération. Si on leur donne 5 sacrifices humains chaque mois, ils n'attaqueront pas plus que ça. Tama est choqué d'apprendre qu'un monstre si intelligent existe, et que ce n'est même pas échu. Il prévoit probablement d'augmenter le nombre d'offrandes à un moment donné, et maintenant elle ne peut que mépriser le maire pour avoir cédé à sa peur. Il soutient que les pièces sont à blâmer car ils n'ont pas réussi à arrêter une invasion malgré leur opulence. Se calmant, il dit qu'il est irrationnel de lui expliquer les choses, ajoutant qu'ils n'ont fourni que 4 sacrifices ce mois-ci et qu'il en faut un de plus. Elle serra les dents, comprenant son destin. Luna remercie Telu de l'accompagner en patrouille. Ce n'est pas un problème pour lui, car il prévoyait de toute façon de se renseigner de son côté. Les deux se sont bien entendus malgré leur début difficile et se sont principalement liés d'amitié autour de la bonne nourriture. À ce moment-là, un membre de la guilde a couru vers eux en faisant de grands gestes urgents. Il haletait fortement,
visiblement essoufflé par sa course, et demanda si l'un d'eux avait vu Tama. Tout le monde la cherchait, mais la réceptionniste était introuvable. Soudain, les deux sont en état d'alerte. Telu s'inquiète de la disparition de Tama et demande depuis combien de temps elle est partie. L'homme rapporte que cela fait 2 heures qu'elle a été vue pour la dernière fois. Il vérifie s'il y a des signalements de monstres à proximité, mais il n'y en a aucun. À cause de cela, Telu se demande s'il existe des monstres capables de se transformer en humains, mais il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il a demandé à l'homme si la porte avait été forcée, mais il n'y a pas non plus de rapport à ce sujet. Il est aussi possible qu'un monstre ait audacieusement franchi la porte et se cache encore dans la ville. Luna parle par télépathie et leur dit qu'elle a déjà établi un lien avec Tama. Et si Tama est toujours en ville, elle devrait être capable de la localiser et de la trouver. Cela redonne espoir à Telu et il veut immédiatement retrouver Tama. Pendant ce temps, Tama aboie sur ses ravisseurs et les avertit que les pièces ne laisseront jamais passer cet incident. Le maire est d'accord avec elle et propose un accord pour le bien de tous. Il lui dit de renvoyer la purificatrice et de convaincre la guilde que les disparitions n'ont rien à voir avec les monstres, et de leur dire que les pièces s'en occuperont eux-mêmes. Elle doit garder le silence sur leur secret, et elle ne sera plus le sacrifice. De plus, il la laissera choisir quelqu'un qu'elle ne veut pas voir sacrifier. Le maire lui dit que sa proposition n'est pas mauvaise du tout, et qu'elle devrait collaborer avec lui. Cependant, elle se moque de son idée. Bien que les monstres soient terrifiants et qu'elle comprenne qu'ils sont entourés par différentes sortes de monstres et leur pouvoir intimidant, elle refuse de céder à ce genre de peur et de travailler avec l'ennemi. Elle croit au pouvoir des pièces et de la purificatrice. Le maire accepte tranquillement sa décision. Il a toujours pensé que leur troupe était un groupe de sots réunis, mais elle et sa jumelle sont particulièrement mauvaises. Elle devrait agir comme une bête, s'incliner devant les humains et implorer leur pitié. Il l'attrape par les cheveux et lui dit qu'elle imite les humains et que c'est la raison pour laquelle sa sœur est morte, comparant Mika à un chat errant, mort et sale. Voyant sa réaction, le maire lui dit qu'elle n'a pas à être frustrée car bien assez tôt, elle sera aussi donnée en pâture aux monstres et ils seront réunis. Le maire et ses laquais se moquent de son malheur pendant qu'elle se souvient de ses derniers moments avec sa sœur, ce qui la remplit de chagrin. À ce moment-là, Telu force le passage à travers le bâtiment, au grand choc du maire et de ses laquais. Il serre les dents de colère et se prépare à les attaquer pour mettre fin à leur jour. Cependant, Tama les empêche, disant qu'ils ont un lien avec un monstre important. Elle souligne que s'ils les tuent, ils ne découvriront pas où se trouvent les personnes disparues. Sur ce, Telu fait de son mieux pour rester calme. Le maire attrape Tama et dit à ses sbires de lui faire gagner du temps pendant qu'il s'échappe avec elle. Voyant cela, Telu essaie de les arrêter, mais un homme s'interpose et désire le combattre. Frustré, Telu dit à l'homme de s'écarter, déterminé à atteindre Tama. Pendant ce temps, Luna est à bout de souffle à l'extérieur du bâtiment. Tama est trop rapide pour elle. Soudain, elle voit le maire courir avec Tama. Elle utilise immédiatement son pouvoir divin pour l'arrêter, mais sans un miasme étrange. Pendant ce temps, Telu vient de vaincre l'homme qui l'a défié en combat. Il prévient les autres de se rendre s'ils ne veulent pas subir le même sort. Il se force alors à se dépêcher, craignant d'arriver trop tard pour Tama. Quand il arrive en ville, il remarque que de petites particules blanches tombent du ciel. Il se demande si c'est de la neige ou le pouvoir d'un monstre, mais réalise ensuite qu'elles ne fondent pas. En levant les yeux au ciel, il confirme qu'il s'agit du pollen d'un monstre papillon de nuit. Le maire appelle le démon, offrant Tama en sacrifice. En colère, Telu et Luna déclarent tous deux qu'ils ne laisseront plus une vie innocente être sacrifiée. Le maire les traite d'imbéciles, certains qu'ils deviendront eux aussi de la nourriture pour le démon. Cependant, au lieu de s'en prendre aux deux, le démon l'attrape et s'envole avec Tama. Voir son ami se faire enlever horrifie Telu. Il demande à Angvo s'il peut voler, mais l'esprit tigre se moque de lui. Luna lui demande d'attendre patiemment car elle a un plan. Elle s'enveloppe de son pouvoir divin et prévoit de se projeter vers l'antre du monstre avec Telu. L'homme la regarde bizarrement, mais comme c'est une purificatrice, il s'attend un peu à ce qu'elle soit hors du commun. Pendant ce temps, le maire est toujours en train d'être emmené vers l'antre du démon. Il le supplie de lui faire miséricorde, car il a tenu sa promesse tout ce temps avec les sacrifices qu'il a offerts. Tama lui fait remarquer que si le démon les lâche en plein vol, ils mourront aussi. Il lui aboie dessus et la blâme pour ce qui s'est passé. Les deux se disputent tout en étant transportés par le démon, insistant tous deux sur le fait qu'ils doivent faire quelque chose pour survivre. Il mentionne que, comme elle est membre des pièces, elle doit le sauver car c'est son travail. Elle serre les dents de colère, mais réalise alors que le miasme dans l'air est devenu plus lourd et que le démon doit les emmener dans un endroit plus dangereux. Elle aperçoit un repère à proximité et ne revient pas de l'épaisseur de l'énergie négative. À ce moment-là, elle voit Telu et Luna se catapulter dans sa direction, à la grande surprise du maire. Telu est déterminé à sauver son amie avant qu'elle ne soit livrée au carré. Sur ce, il augmente sa puissance, surprenant Luna. Il attaque alors le papillon de nuit, et soudain il entend une voix sinistre se moquer de lui. La voix lui semble familière, et il est choqué quand le papillon de nuit réussit à esquiver son attaque. Cependant, il réalise rapidement que quelqu'un l'a contrôlé pour esquiver son attaque. Sur ce, il confirme qu'il doit s'agir d'un démon plus puissant que celui qu'il affronte actuellement. Voyant que Tama est maintenant à l'intérieur du carré, Telusen veut d'avoir laissé une autre amie en danger et de ne pas avoir réussi à la protéger à nouveau. Luna lui dit que ce n'est pas encore fini et qu'il y a encore une chance de la sauver.
Elle peut fabriquer un talisman imprégné de magie purificatrice. Elle en a donné à l'avance aux personnes impliquées dans cet incident, au cas où quelque chose comme ça se produirait. Ainsi, même s'ils sont emmenés dans un lieu rempli de miasmes à l'intérieur du carré, le talisman protégera le corps de son porteur des effets du miasme pendant au moins 2 heures. Avec ça, ils ont 2 heures pour sauver Tama et quitter le carré. Cependant, Tellu a un plan plus audacieux, libérer le carré. Luna est choquée par son plan, car il est bien trop imprudent. Entrer dans le carré nécessiterait normalement d'amener une armée de pièces avec eux. Même ainsi, il n'y a eu qu'un seul cas dans l'histoire où il a été libéré avec succès. Elle lui demande alors s'il est sûr que son pouvoir est plus grand que celui d'une armée entière. Tellu le confirme, ce qui fait réfléchir Luna. Bien sûr. Sa puissance semblait assez incroyable pour vaincre le démon plus tôt, mais elle n'est pas sûre que ce soit suffisant pour abattre l'entièreté du carré. Tellu confirme qu'il ne délire pas, mais qu'il croit sérieusement pouvoir libérer le carré. De cette façon, il sera aussi plus facile pour eux de trouver Tama. Luna se souvient du moment où Tama lui a dit que sa jeune sœur avait été tuée par un démon du carré. La jeune fille a raconté que Tellu avait toujours détesté les monstres, mais qu'après avoir perdu Rune, cette haine s'était encore intensifiée. Même s'il avait grandi physiquement, Tama savait que Tellu était encore un enfant, et elle craignait qu'il ne se détruise en cherchant la justice. Donc, si jamais Tellu devenait fou furieux et désespéré au point de vouloir anéantir le carré, elle espérait que Luna ne laisserait pas cela se produire. Elle a demandé à Luna de protéger Tellu, et celle-ci a accepté. Actuellement, Luna est partagée. Elle a promis de veiller sur Tellu, mais elle a aussi le devoir de protéger les gens. Elle fait donc promettre à Tellu que s'il trouve une occasion de sauver Tama et de s'échapper, ils la saisiront. L'homme accepte, et il se prépare à attaquer le carré. Pendant ce temps, Tama est en sécurité à l'intérieur du carré grâce au talisman. Elle n'est pas blessée par la chute, mais se trouve maintenant dans une grotte sombre. Elle essaie de trouver la sortie tout en sentant la présence écrasante des démons autour d'elle. Elle entend alors soudainement la voix du maire qui demande de l'aide. Les monstres se régalent de lui, dévorant chaque parcelle de son corps. Elle veut l'aider, mais son corps ne bouge pas du tout. À ce moment-là, des fourmis monstrueuses et gigantesques rampent vers elle. Elle se met à trembler à leur vue, mais se force à se battre aussi longtemps qu'elle le pourra. Pendant ce temps, Tellu et Luna font des préparatifs alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans le carré. Luna crée un mur purificateur, une barrière magique qui repousse le miasme en l'enveloppant comme une brume toxique. Elle lui rappelle que la magie purificatrice perd son effet s'il s'éloigne d'elle, il doit donc rester près d'elle la plupart du temps. Les deux aperçoivent alors des monstres, et il semble y en avoir beaucoup, alors ils en déduisent qu'il doit y avoir un nid à proximité. Tellu suggère qu'il devrait détruire le nid et les écraser. Luna intervient et l'avertit que s'il perd le contrôle, ce sera catastrophique pour eux, il doit donc se tenir à carreau. Soudain, le sol sous leurs pieds se fissure, les envoyant en chute libre dans les souterrains du carré. Il dit à Luna de se préparer car les monstres arrivent sur eux. Les fourmis commencent à les encercler, les forçant à se mettre dos à dos. Impatient, Tellu mentionne qu'ils n'ont pas de temps à perdre, alors il recharge sa puissance et prévoit de tout finir d'un seul coup. Il attaque alors, déchirant le sol et anéantissant une armée entière de fourmis avec une explosion incroyable. Luna le trouve impressionnant et elle ne peut pas le laisser lui voler toute la vedette. Sur ce, elle canalise son pouvoir et frappe le sol de son poing divin. Les fourmis monstrueuses sont anéanties d'un seul coup, à la grande surprise de Tellu qui réalise à quel point Luna est puissante. Pendant ce temps, Tama respire difficilement après avoir vaincu un monstre. Elle réussit à en abattre un, mais il semble complètement différent des monstres à l'extérieur du carré. Elle jure entre ses dents lorsqu'un autre monstre fourmi apparaît. Elle se prépare pour un autre combat. L'insecte l'attaque et elle esquive vivement l'assaut. La fourmi continue de l'assaillir et elle peine à trouver une ouverture pour porter une attaque. Il y a un moyen pour elle de s'échapper, mais c'est trop dangereux et imprudent de le tenter. Dans un moment de désespoir, elle se demande ce que sa jumelle ferait dans cette situation. Elle sent soudain sa jumelle à ses côtés, l'encourageant et lui assurant que tout ira bien. Tama se demande si elle est en train de rêver ou d'halluciner à cause de l'épuisement. Elle serre fermement son épée et adresse un merci silencieux à sa sœur, qui veille toujours sur elle. Grâce à cela, elle se sent regonflée à bloc et fonce sur le démon. Utilisant ses lames jumelles, elle taillade le démon, l'aveuglant efficacement. De cette façon, il ne pourra pas la suivre avec ses yeux et elle sent que la victoire est déjà à elle. Pendant que le démon est immobile, elle peine à trouver un endroit sur où se cacher. À ce moment-là, elle heurte quelque chose qui bruisse. Elle jure entre ses dents et trouve quelque chose d'étrange. Pendant ce temps, Tellu et Luna ont du mal à naviguer dans la grotte car elle ressemble à un labyrinthe. Ils retournent sans cesse au même endroit quoi qu'ils fassent, et ça commence à devenir frustrant. Luna fait remarquer que les monstres ont dû comprendre leur objectif et essaient d'épuiser leur endurance autant que possible. Soudain, ils voient une assiette ébréchée par terre. Luna semble choquée de la voir, surtout quand elle en reconnaît le motif. Tellu lui pose des questions à ce sujet, et Luna lui dit de se calmer et de l'écouter d'abord. Elle raconte que le motif sur la plaque est spécial pour le peuple elfe, mais avant qu'elle ne puisse finir son explication, le monstre blessé par Tama Pluto se réveille enfin de son sommeil. Ils sont choqués de voir le monstre et perturbés de voir quelque chose derrière lui également. Luna regarde de plus près et est stupéfaite par ce qu'elle voit. Une horde de monstres ressemblant à des zombies s'approche d'eux. Tellu réalise alors que ce sont des elfes, comme Rune. Dans un flashback,
Tellu demande à Rune pourquoi elle a toujours essayé de l'empêcher d'attaquer le square. Elle avoue qu'elle savait mieux que quiconque à quel point le square était terrifiant. Elle raconte que lorsqu'elle était jeune, tout son village a été brûlé et transformé en square. Elle a regardé, impuissante, sa famille et ses amis se faire consumer par le miasme. Cela fait presque 100 ans depuis, mais elle ne peut toujours pas oublier. La voyant trembler à cause de ce souvenir, Tellu jure qu'il libérera chaque square où il ira. Il créera un monde où personne n'aura à souffrir à cause des squares. Rune sourit et le remercie. Au présent, Tellu se jette sur le monstre et le frappe. Cependant, il est choqué de voir qu'il est toujours complètement indemne après son attaque. Il a l'impression que sa résistance est encore plus grande que celle de Laiki. Maintenant, il ne se retiendra plus et donnera tout ce qu'il a. Après tout, il serait bénéfique pour lui de l'absorber et de transformer le miasme en sa propre puissance. En plus de la fourmi, les elfes transformés sont aussi à sa poursuite, mais il n'a aucune intention de les blesser. Il demande de l'aide à Luna. Les elfes transformés protègent le démon. Luna comprend maintenant que le démon utilise les elfes comme bouclier. La situation semble difficile, mais elle est convaincue de pouvoir les aider. Elle active alors son pouvoir divin et se prépare à purifier. Pendant ce temps, Tellu charge le démon et esquive les attaques des elfes. Après avoir reçu un signal, Luna emprisonne les elfes transformés dans une barrière purifiée, les empêchant d'attaquer et les gardant en sécurité. Désormais, Tellu peut se concentrer pleinement sur le démon gigantesque en face de lui. Il se jure en silence que les elfes du village natal de Rune ne seront pas humiliés longtemps. Il charge le démon et esquive son attaque tout en s'assurant que les autres elfes sont piégés à l'intérieur de la barrière. Après s'être assuré que tous les elfes sont en sécurité, il remercie Luna d'avoir accepté sa demande déraisonnable. La purificatrice ressent la même chose, alors elle fait simplement ce qui lui semble juste. Sur ce, Tellu se prépare au combat, abandonnant toute retenue. Le monstre charge en avant, tourbillonnant sauvagement alors qu'il fonce dans le couloir étroit de la grotte, ses griffes raclant les murs de pierre et détruisant tout sur son passage. Il bloque efficacement la voie de sortie, ce qui amène Luna à se demander s'ils peuvent lui échapper. Sentant sa peur, Tellu la rassure en lui disant qu'ils vont bien et que tout ce qu'elle a à faire est de protéger les elfes. Il est déterminé à abattre le monstre. Elle le dévisage, impressionnée par la soudaine montée de puissance magique qui émane de lui. Tellu saisit la griffe du monstre et l'empêche d'attaquer Luna. Elle le trouve incroyable d'essayer d'arrêter l'ennemi à main nue. Avant même qu'elle puisse comprendre ce qu'elle voit, il agrippe la créature, muscles tendus, et la balance avec une force brutale avant de la projeter à travers la grotte. Luna ne peut que regarder en silence, stupéfaite, tandis qu'il frappe l'insecte monstrueux à plusieurs reprises contre les parois de la grotte, chaque impact résonnant comme le tonnerre dans la caverne. Pour s'assurer qu'il est définitivement anéanti, il le frappe de toute sa puissance, la force se propageant dans l'air, et déclare froidement que c'est fini. Il absorbe alors le monstre. Tama avait déjà prévenu Luna du pouvoir du garçon, mais le voir absorber un vrai monstre de si près la perturbe encore. Elle a été témoin de beaucoup de choses, mais la capacité de Tellu est différente et unique au monde. Pour elle, c'est une façon vraiment brutale de se venger. Il possède une soif de vengeance que personne ne peut étancher. Avec son pouvoir formidable, il peut sans aucun doute libérer l'humanité des démons qui ravagent le monde. Impressionnée, elle le félicite pour son excellent travail, et il la remercie pour son aide. Il regarde ensuite les elfes et demande s'ils sont encore en vie. Luna s'excuse et confirme que les elfes sont morts depuis longtemps et qu'ils ne peuvent rien y faire. Ceux qui restent, ce sont seulement leurs cadavres, qui ont été transformés en monstres. Contrairement aux cadavres ordinaires, il est impossible de les ramener à la vie. Tellu comprend et, sur ce, il la laisse faire son travail. Avec une prière, elle les purifie, guidant leurs âmes en peine vers le repos et purifiant leur corps. Tellu offre également une prière silencieuse, espérant qu'ils puissent reposer en paix. Pendant ce temps, Tama s'inquiète de plus en plus de la dissipation de l'effet de l'amulette. Il ne durera plus que 5 minutes environ, et elle doit se dépêcher de rejoindre les autres avant cela. Soudain, elle entend des bruits de pas et craint que ce ne soient pas ses amis. Ils pourraient appartenir à des monstres. Elle se retourne et demande qui est là. Une voix lui répond, froide et venimeuse, lui disant qu'elle ne lui pardonnera jamais. Un frisson parcourt tout son corps alors que la voix et sa présence continuent de la blâmer pour tout ce qui se passe à l'intérieur du square. Des ténèbres, le monstre émerge et la maudit. On découvre qu'il s'agit du maire, maintenant entièrement transformé en monstre. L'horreur l'envahit lorsqu'elle réalise que le maire, qu'elle pensait avoir déjà été dévoré, se dresse à nouveau devant elle. Le maire refuse de mourir dans un endroit pareil, mais dans son état actuel, il ne pourra jamais retourner en ville. Il rejette toute la faute sur Tama, et pour cela, il jure de ne jamais lui pardonner. Rugissant de rage, il se jette sur elle. Tama esquive rapidement l'assaut et décide d'en finir, sachant que le maire est complètement devenu un monstre et qu'elle ne peut rien faire pour le sauver. Elle fonce et le taillade. Le monstre hurle de douleur, mais l'attaque inflige bien moins de dégâts qu'elle ne l'avait prévu. Pendant ce temps, Tellu et Luna s'enfoncent plus profondément dans la grotte, toujours à la recherche de Tama. Luna lui rappelle que le talisman ne durera plus que 40 minutes, et qu'ils doivent la trouver rapidement. Soudain, il la voit se faire étouffer par un monstre. Cette vision les choque tous les deux. Enragé, Tellu reconnaît la créature, c'est le maire. En voyant Tellu, le monstre devient encore plus frénétique, animé par le désir de le tuer et de le torturer. À leur plus grande horreur,
Tama est dévorée tout entière par le monstre en un instant. Le maire rit et leur dit de ne plus résister, déclarant qu'ils rejoindront tous bientôt Tama dans son ventre. Il promet de les entraîner tous en enfer avec lui. Luna confirme que le maire s'est entièrement transformé en monstre. Au lieu de la peur, Tellu ressent un soulagement, sachant qu'il peut maintenant se concentrer entièrement sur sa mise à mort sans culpabilité. En un éclair, il bondit en avant, apparaissant devant le monstre en un clin d'œil. Le démon frappe, mais Tellu esquive sans effort et contre-attaque, projetant la créature au loin. Cependant, il se rétablit rapidement. Luna se joint au combat, activant son pouvoir divin. Elle cherche un moyen de sauver Tama et remarque que Tellu est en difficulté, se retenant probablement par peur de la blesser. Soudain, Luna a une idée et regarde Tellu. Sentant son intention, le monstre change de cible et capture Luna, espérant pousser Tellu au désespoir. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que c'est exactement son plan. Plus tôt, elle a communiqué avec Tellu par télépathie, expliquant qu'il devrait piéger le monstre et supprimer sa régénération en utilisant sa capacité de purification. Une fois qu'il serait maîtrisé, elle laisserait Tellu s'occuper de la contre-attaque pour renverser le cours de la bataille. Ce faisant, ils peuvent ralentir sa régénération et sauver Tama. En un instant, Tellu lance une frappe décisive, clouant le monstre au sol. Il sauve Tama et dit à Luna qu'il est temps de mettre fin au combat. Luna se libère de son emprise et, ensemble, ils déchaînent leur puissance combinée, portant les coups finaux et achevant le monstre une bonne fois pour toutes. Les deux réussissent à vaincre le maire. Tellu refuse d'absorber les restes et se concentre plutôt sur l'état de Tama. Il se précipite vers son ami qui semble en meilleur état que ce à quoi il s'attendait. Luna est reconnaissante que le miasme ne l'ait pas affecté et imprègne Tama de magie de purification, assurant qu'elle se rétablira à temps et que ses blessures guériront rapidement. Elle félicite Tama pour avoir tenu bon et survécu à l'épreuve. Tama admet qu'elle était persuadée qu'il la trouverait et la sauverait. Jusque-là, elle a refusé de se laisser mourir. Elle croit aussi que sa sœur, Mika, est restée avec elle tout ce temps. Et pour cela, elle est profondément reconnaissante. Tellu est également reconnaissant, soulagé de ne pas avoir perdu Tama. Luna partage ce soulagement mais leur rappelle rapidement qu'ils sont toujours à l'intérieur du carré et doivent d'abord s'échapper. Tellu ressent l'envie d'écraser chaque monstre dans le carré, mais se souvenant de sa promesse de donner la priorité à la sécurité de Tama, il se retient. Il décide qu'ils partiront pour l'instant et reviendront plus forts pour anéantir tous les monstres restants. Alors qu'il se dirige vers la sortie, il ne remarque pas que le noyau monstrueux du maire a survécu à la bataille. N'ayant pas été absorbé, il se glisse dans l'ombre. Toujours en vie, il prévoit de dévorer d'autres monstres pour récupérer et devenir plus fort qu'avant. Il attend, sentant l'approche d'une proie plus faible. Cependant, au lieu de monstres mineurs, un démon colossal émerge. En un instant, il maîtrise le noyau, l'écrase sous son pied et l'efface sans effort. Luna pousse un léger soupir alors qu'il continue à chercher la sortie. Tama est en sécurité, mais s'échapper s'avère difficile car la grotte se révèle être un véritable labyrinthe. Tellu envisage de marquer leur chemin, mais refuse d'endommager les affaires des elfes déchus. Au lieu de cela, ils avancent avec prudence, progressant lentement et régulièrement. Soudain, un violent tremblement secoue le sol au-dessus d'eux. Au début, ils suspectent un tremblement de terre, mais Luna réalise rapidement la vérité. Ils sont en grand danger. Elle dit à Tellu de déchaîner toute sa puissance et de détruire le sol au-dessus d'eux avant que le monstre qui attend là ne puisse frapper. Tellu projette sa puissance contre le plafond, brisant la pierre avec une force écrasante. À sa surprise, le terrain se déplace, les parois de la grotte se déformant alors que leur environnement change. Luna comprend immédiatement. Le maître de la grotte manipule sa structure pour empêcher leur fuite. En même temps, elle sent un miasme dense et suffocant s'échapper des profondeurs, signalant la présence d'un monstre d'une puissance écrasante. Tellu reporte vivement son attention vers l'avant. À la sortie se tient un démon imposant, attendant en silence qu'ils fassent le premier pas. Tellu leur dit de se préparer. Ce sera un combat brutal. Avec une détermination inébranlable, ils jurent de vaincre le roi une bonne fois pour toutes. Le roi entre en scène dans toute sa gloire, exudant le pouvoir et l'autorité d'un souverain. Il contrôle tous les monstres du carré, y compris les plus forts d'entre eux. C'est lui qui est responsable de la destruction de l'humanité et de la ville natale de Rune. Tellu a soif de vengeance, mais il ne peut s'empêcher de trembler devant le roi. Il peut sentir sa présence écrasante et comprend à quel point le monstre devant eux est puissant. Tama le voit trembler et croit d'abord qu'il a peur. Peu importe à quel point les pièces s'améliorent, la peur existe même pour quelqu'un d'aussi incroyablement fort que Tellu. Cependant, en regardant son ami de plus près, elle réalise la vérité. Il devient clair qu'il ne tremble pas de peur, mais d'excitation. Il fait enfin face au roi, et c'est sa chance de déchaîner toute sa puissance et de vaincre le souverain du carré. Il se précipite vers le roi et l'assaille de sa puissance, l'air grésillant violemment lors de leur affrontement. Il dit à Luna et Tama d'être prudentes pendant qu'il engage le combat avec le roi. La purificatrice dit à Tama qu'elles doivent d'abord chercher le cercueil, et Tama est d'accord. Alors qu'elle se dirige vers lui, le roi se met à les poursuivre. Mais Tellu repousse la bête d'un coup de pied, déclarant que son ennemi, c'est lui. Le roi est repoussé par la force brute de l'attaque. Tellu ordonne aux filles de trouver le cercueil pendant qu'il retient le roi. Il constate que son ennemi peut clairement résister à son coup de pied et se demande quelle serait la meilleure façon de l'écraser. Soudain, il sent sa magie se faire absorber. Quand il baisse les yeux,
il voit des sangsues accrochées à son corps qui drainent son énergie. Après s'être nourri de sa puissance, les sangsues retournent vers le roi. La bête abrite des parasites dans son corps et entretient une relation symbiotique avec eux. Telu sent qu'une quantité importante de sa magie a été volée, et s'il était une pièce normale, les dégâts auraient été sévères. Puisque son ennemi recourt à une méthode aussi méprisable, il commence lui aussi à réfléchir à un moyen rusé de le vaincre. Le monstre attaque à nouveau et tente d'utiliser ses parasites, mais Telu esquive rapidement et étudie ses mouvements. Il réalise que le roi et ses parasites analysent ses attaques et réagissent en conséquence. Pour contrer cela, il décide de frapper par derrière à 2 fois sa vitesse. Cependant, à sa surprise, le roi esquive comme s'il avait anticipé le mouvement. En observant de plus près, Telu réalise que des parasites sont attachés au dos du roi, détectant même ses attaques surprises. Bien que frustré, il reconnaît l'efficacité des parasites. Pendant ce temps, Luna s'arrête brusquement, ce qui fait que Tama fait de même. La purificatrice sent que quelque chose ne va pas et craint qu'elle ne commette une grave erreur. Telu tente à nouveau d'attaquer le roi, mais échoue. Les parasites continuent de lire ses mouvements, l'empêchant d'infliger de réels dégâts. Il décide de continuer à avancer à une vitesse à laquelle les parasites ne peuvent pas réagir. Au moment où il se prépare à foncer à nouveau, l'orientation de la grotte change une fois de plus. Cela l'empêche de réduire la distance. Il devient momentanément désorienté, rendant sa vitesse inutile. Il réalise qu'il doit concevoir une attaque qui ne soit pas affectée par le terrain changeant de la grotte et la détection des parasites. Après mûre réflexion, il conclut qu'il doit utiliser la technique de la balle magique, une combinaison de vitesse et d'attaques successives rapides. Bien que ce soit une technique maîtrisée par Envu, Telu s'inquiète de son manque d'expérience pour l'utiliser. Cependant, ses doutes s'estompent lorsqu'il pense à Rune. Il l'a vu utiliser cette technique d'innombrables fois et a l'impression qu'elle se bat à ses côtés. Il déchaîne la technique de la balle magique contre le roi, lançant plusieurs attaques à la fois. Le roi tente d'esquiver, mais peine à suivre le barrage changeant. Telu se souvient de Rune et s'émerveille de la facilité avec laquelle elle maniait cette technique. Il continue de viser sans relâche, espérant qu'au moins une attaque percera. Finalement, l'assaut incessant submerge le roi, qui s'effondre au sol, grièvement blessé. Telu a maintenant l'avantage et envisage de l'absorber. La créature implore soudainement pitié. À ce moment, Luna et Tama se précipitent vers lui. La purificatrice l'avertit d'urgence qu'ils ont commis une grave erreur et lui dit que ce n'est pas le vrai roi. Soudain, une explosion massive les envoie valser. Au milieu de la fumée, Telu vérifie l'état de ses amis et confirme qu'elles sont indemnes. Alors que la poussière retombe, il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Une présence sinistre s'approche d'eux. Quand la fumée se dissipe enfin, un monstre colossal et absolument terrifiant se dresse devant eux, différent de tout ce qu'ils ont jamais rencontré. Rayonnant d'une puissance écrasante, c'est sans aucun doute le véritable roi du carré. Il y a 100 ans, le village des elfes a été transformé en carré. La raison pour laquelle cet endroit a été ciblé par les monstres est que les elfes possédaient une grande capacité magique. Leur immense pouvoir magique est devenu une nourriture à haute densité qui a été convertie en miasme. Le roi a absorbé l'elfe ayant le plus grand pouvoir magique parmi les personnes présentes. Il a transformé ce vaste pouvoir magique en un miasme dense et a également acquis une grande intelligence. Le roi des elfes est maintenant possédé par le miasme des Aiki. Et pour le retrouver, ils doivent vaincre le vrai roi. Le roi lève son bâton et crée des cercles magiques autour d'eux. Luna intervient immédiatement pour bloquer l'attaque, tandis que Telu se déplace pour la neutraliser. Ils sont choqués de voir que la barrière créée par Luna a été bréchée même après que Telu ait tenté de bloquer l'attaque. S'il n'avait pas été prudent, ce seul coup aurait pu les tuer. Cette fois, Telu sait qu'il doit viser avec soin. Voulant aider son ami, Tama lui dit qu'elle ne le ralentira pas et qu'elle attaquera aussi. Elle demande si Luna peut infuser sa magie dans son amulette. Luna le confirme et Tama décide de porter elle-même un coup au monstre. Elle souligne que le noyau à l'intérieur de la carapace du monstre est son point faible. Comme elle excelle en précision, elle créera une ouverture et portera le coup pendant que Telu et Luna enchaîneront avec leurs attaques. Les deux autres sont d'accord avec son plan et décident de la soutenir. Luna reste en arrière pour leur fournir une barrière protectrice tandis que les deux autres chargent le monstre et passent à l'offensive. Le roi les traite d'idiots de penser qu'ils ont le pouvoir sur lui. Il essaie de bouger mais n'est pas assez rapide en raison de sa carrure énorme. Cela aide Tama à lire clairement ses mouvements, lui permettant d'esquiver juste à temps. Agacé, le roi tente de frapper Tama avec sa puissance. Luna crée rapidement une barrière protectrice pour elle alors que Tama saute et tente de porter une attaque sur le roi. Cependant, le roi réalise son intention et tente de riposter. Heureusement, Telu réagit rapidement et la sauve juste à temps. Il essaie alors d'utiliser la même stratégie que celle qu'il a utilisée pour vaincre le monstre phalène, mais à sa grande surprise, l'attaque ricoche simplement. Le roi déclare que tous leurs efforts contre lui sont inutiles. Telu s'arrête un instant, ne sachant que faire ensuite. C'est alors que Envu apparaît et souligne que Telu ne se bat pas à son plein potentiel. Telu se souvient comment Rune a un jour transformé sa magie en lance lorsqu'elle a combattu le démon de la calamité, une technique bien plus puissante que ses balles magiques. Il se demande s'il peut créer quelque chose de similaire, une nouvelle arme qu'il peut brandir contre le roi. Telu pense qu'ils peuvent vaincre le roi de la même manière qu'ils ont vaincu le monstre fourmi plus tôt. Ils ont juste besoin de trouver le noyau du monstre et de le détruire. Si quelqu'un peut le localiser, c'est bien Luna. Elle a seulement besoin de se concentrer.
Et une fois le noyau trouvé, ils pourront enfin en finir avec le roi. Les deux filles ont convenu de chercher le noyau pendant que Tellu fait diversion et affronte le monstre de front. Les trois se séparent pour remplir leur rôle. Tellu réfléchit à son plan d'utiliser de la magie condensée pour former une arme différente. C'est une manœuvre imprudente, mais s'il échoue, leurs chances de victoire seront minces. Il se résout à porter le coup final comme si sa vie en dépendait. Il attire l'attention du roi, poussant le monstre à riposter. Tellu esquive les attaques pendant que Luna se concentre pour localiser le noyau du roi. Pendant ce temps, Tama protège Luna des monstres mineurs qui s'approchent d'eux. Elle garde un œil sur la purificatrice, qui fait de son mieux pour identifier la faiblesse du roi. De l'autre côté, le roi se moque de Tellu qui se débat si désespérément. Tellu serre les dents de colère, sachant que les démons sont responsables de la souffrance de ceux qui l'entourent. Il ne peut plus supporter de voir une telle douleur, et il ne permettra pas au monstre de prendre d'autres vies précieuses. Avec une détermination renouvelée, il jure d'éradiquer chaque monstre qui menace l'humanité. Il concentre son pouvoir pour former une nouvelle arme capable de vaincre le roi. Sa main commence à briller et, à la surprise du monstre, il réussit à conjurer une épée sacrée. Au même moment, Luna localise le noyau du square et le détruit avec son pouvoir divin. Ensemble, ils déchaînent toute leur puissance magique, déterminés à mettre fin à la bataille une bonne fois pour toutes. Alors que son coup final atteint sa cible, Tellu fait ses adieux au roi et déclare la victoire de l'humanité. Le monstre se dissipe dans l'air alors que le soleil se lève lentement, signalant un nouveau départ. Les deux filles se précipitent vers Tellu, célébrant leur triomphe. Luna est ravie qu'il ait vraiment réussi à libérer le square. Tellu est d'accord, mais s'effondre soudainement d'épuisement et de surmenage. Voyant leurs expressions inquiètes, il les rassure en leur disant qu'il va bien et qu'il a seulement perdu sa force un instant. Canaliser autant de pouvoir pour créer une nouvelle arme a mis son corps à rude épreuve plus qu'il ne l'avait prévu, et il se rappelle d'être plus prudent la prochaine fois. Il tourne alors son attention vers les restes du roi et envisage d'absorber son miasme avant qu'il ne se propage. Soudain, une voix les félicite d'avoir vaincu le roi. C'est la même voix qu'ils ont entendue avant d'entrer dans le square. Tellu avertit ses amis d'une présence qui plane au-dessus d'eux. Quand ils lèvent les yeux, ils voient une fée démone leur souriant malicieusement. Elle admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il libère réellement le square et vainque le roi. Le démon se présente comme reine, la gérante des squares, et continue de faire l'éloge de Tellu et de ses amis. Elle prétend que perdre un square n'est pas grave car il y en a encore beaucoup d'autres éparpillés à travers le monde. Luna tremble à la vue de Ren. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un avec un miasme aussi écrasant. Comparé à Ren, le roi qui l'ont eu tant de mal à vaincre semble insignifiant. Ren sourit d'un air menaçant, leur disant de continuer à devenir des légendes et de faire de leur mieux pour ne serait-ce que les gratigner. Elle se demande combien de secondes il tiendrait sous son attaque. Concentrant la magie au bout de son doigt, la gérante tire sa puissance sur le groupe. À sa surprise, ils ont réussi à bloquer l'attaque avec leur barrière protectrice. Bien que son mana soit presque épuisé, Tellu est déterminé à vaincre la gérante. Il fonce et essaie d'empaler Ren avec son épée sacrée. Ren esquive ses attaques sans effort et se moque de lui, disant qu'il ne la touchera jamais. Elle souligne alors que Tellu s'est trop éloigné de ses amis. Saisissant l'occasion, la gérante attaque les deux filles, et Luna érige rapidement une barrière pour les protéger. Ren continue son assaut, et Tama esquive de justesse un autre coup. Voulant infliger des dégâts, Ren cible Luna, mais Tellu arrive juste à temps pour bloquer l'attaque. Ren apprécie clairement le spectacle et cible délibérément les amis de Tellu pour le provoquer davantage. Tellu est enragé par la cruauté avec laquelle Ren se bat, attaquant délibérément ses compagnons pour prendre le dessus. Il réalise que l'enlèvement de Tama et le fait qu'il ait été attiré dans le square faisaient tous partie du plan de Ren. Il se demande pourquoi la gérante les cible alors qu'ils sont à un tout autre niveau par rapport à IQ. Pendant ce temps, Ren sourit en pensant que Tellu aurait abandonné bien plus tôt. S'ennuyant de la tournure des événements, Ren décide de rendre la situation plus excitante en leur montrant ce dont elle est vraiment capable. Elle se vante de pouvoir contrôler Léo d'un simple geste de la main. D'un mouvement rapide, Léo inonde le sol, piégeant Tama et Luna séparément dans des sphères d'eau. Ren se moque de Tellu, le forçant à choisir laquelle des deux filles il va sauver. Elle souligne que même avec sa vitesse, il ne peut pas sauver les deux à la fois, il doit donc décider qui abandonner et qui secourir. Tellu reste figé entre elles, submergé par les souvenirs de Tama et de Luna. Il serre les dents, déchiré par le choix impossible qui s'offre à lui. Soudain, les sphères d'eau se brisent, libérant les deux filles au grand choc de Tellu et à la confusion de Ren. Une lumière aveuglante suit et un puissant esprit du vent apparaît, se présentant comme Sol. Tellu est complètement abasourdi par l'apparition soudaine de l'esprit du vent. Sol déclare que c'est maintenant à son tour de sauver Tellu, tout comme Tellu l'a sauvé auparavant. Ren reconnaît immédiatement l'esprit du village elfe et réalise que l'esprit du vent s'est réveillé parce que le roi a déjà été vaincu. Elle tente d'attaquer Sol avec sa magie de Léo, mais l'esprit du vent neutralise son offensive sans effort. En voyant la puissance de Sol, Tellu réalise qu'elle est similaire à celle de Rune. Sol le confirme et explique qu'il a été scellé lorsque le roi a pris le contrôle de leur ville et l'a transformé en un square rempli de démons. Même scellé, il a conservé sa conscience et a été témoin de tout ce qui s'est passé, ce qui lui donne une compréhension claire de la situation. Il offre alors son aide à Tellu et à ses amis contre Ren.
Telu accepte son offre et demande à Sol de protéger les deux filles et de les ramener en ville en toute sécurité pendant qu'il s'occupe de Ren en tant que disciple principal de Rune. Sol accepte, mais Ren refuse de laisser l'esprit du vent s'échapper et lance une autre attaque. Telu bloque son assaut, mais la gérante tente obstinément de le dépasser pour cibler à nouveau ses amis. Heureusement, Sol est assez rapide pour contrer l'attaque et protéger Luna. Il déclare qu'il assurera leur retour en ville sain et sauf, honorant sa promesse faite à Telu. Ren avertit Sol de ne pas être trop confiant et frappe à nouveau avec sa magie de Léo, mais Sol esquive avec aisance en volant aux côtés de Luna. Frustré, Ren continue ses attaques. Pendant ce temps, Telu attend l'ouverture parfaite. La détermination brûlant dans ses yeux, il charge Ren par derrière. À sa grande surprise, son attaque la touche et la blesse. Enragé, Ren jure de l'achever sur le champ. Telu se trouve dans une situation désespérée, ayant épuisé sa dernière magie et complètement vidé son mana. Soudain, Ren commence à parler par télépathie avec quelqu'un d'autre. Elle soupire comme si on la réprimandait. Sans prévenir, elle invoque une énorme lance d'eau et la projette vers Sol et les deux filles. Inquiet pour leur sécurité, Telu se précipite à leur côté malgré sa force épuisée. En luttant, il parvient à neutraliser l'attaque. À la surprise générale, Ren commence à battre en retraite, appelée par la voix mystérieuse d'auparavant. Avant de partir, elle jure qu'elle croisera à nouveau le chemin de Telu et se réjouit de jouer à un jeu bien plus palpitant avec lui la prochaine fois. Elle entre dans un portail et disparaît en un instant. Telu reste debout sur le champ de bataille, complètement épuisé après la confrontation avec Ren. Leur survie au carré est ainsi enfin confirmée. Les trois sont rentrés avec succès dans leur ville natale, chaleureusement accueillis par leurs familles et amis. Malgré tout, Telu est partagé à l'idée de célébrer. Il a vu trop de camarades tomber sous ses yeux. Sol apparaît à ses côtés, comprenant ses sentiments et partageant sa sympathie silencieuse. Pour alléger son fardeau, Sol suggère qu'il se remémore le passé, espérant offrir à Telu un moment de paix. Sol suggère nonchalamment de parler de Rune. Telu montre son intérêt, admettant qu'il a de nombreuses questions sans réponse, comme sur la magie du vent et autres. Sol se prépare à expliquer, choisissant de commencer par le cœur du sujet. Il révèle que c'est lui qui a enseigné à Rune, faisant la démonstration d'une magie du vent avancée pour le prouver. Telu réalise que cela fait de Sol le maître de son maître. Sol admet que dans le cas de Rune, son talent dépassait de loin ce qu'il pouvait lui enseigner correctement. Telu comprend, décrivant Rune comme un génie qui saisissait les concepts instantanément. Un flashback montre Rune enseignant un peu de magie à Telu, même quand les explications avaient à peine de sens pour lui. Sol admet qu'il n'a jamais été un vrai professeur, plus un ami qu'un mentor. Telu se souvient du passé de Rune, révélant que sa famille et ses amis ont été engloutis par le miasme qui se propageait. Il explique aussi la nature amicale de sa relation avec Rune. Soudain, Telu demande si Sol et Rune étaient ensemble depuis l'enfance. L'esprit du vent confirme qu'il connaît Rune depuis qu'elle est toute petite, se souvenant qu'ils jouaient ensemble tous les jours. Sol se souvient de voler librement avec Rune dans le ciel grâce à la magie qu'elle avait apprise. Il se souvient de farces inoffensives, allant jusqu'à taquiner le chef des elfes. Sol décrit ses jours comme joyeux, ne s'ennuyant jamais. Telu écoute en silence, sentant le poids derrière ses souvenirs. Cependant, l'expression de Sol s'assombrit alors que les souvenirs s'arrêtent brusquement. Sol a révélé que des monstres ont soudainement attaqué, leur armée s'écrasant sur la forêt sans avertissement. Leur nombre était écrasant, ils avançaient sans relâche. Les elfes furent acculés les uns après les autres, même les guerriers chevronnés tombant en quelques instants. Sol a combattu aux côtés des elfes, luttant pour tenir la ligne, mais le miasme sombre s'est propagé rapidement, engloutissant le champ de bataille. Sol a réalisé que quelque chose n'allait pas alors que le miasme s'épaississait de manière anormale. Une silhouette terrifiante de Ren a émergé, irradiant une obscurité écrasante. Au moment où elle est apparue, la forêt a commencé à s'effondrer. Le pays a été complètement noyé dans le miasme. Juste avant que tout ne soit perdu, Sol a projeté Rune vers Leaftown. Bien plus tard, le roi des Fées Noires a scellé la catastrophe. Le miasme persistant s'est lentement dispersé, ne laissant que le silence derrière lui. Rune criait, tendant la main désespérément. Sol explique que ces événements se sont produits il y a longtemps, tandis que Telu écoute en silence, visiblement secoué. Sol ramène l'histoire au présent, remarquant que Rune n'est pas là. Telu réalise que Rune l'a observé de près tout ce temps. Sol note que quelque chose le trouble depuis le début, alors il demande directement à Telu de lui dire la vérité. Après une pause, Telu accepte tranquillement et raconte toute l'histoire, ce qui surprend Sol. Sol affirme avec confiance qu'il peut sauver Rune si elle est encore en vie. Pour augmenter les chances de sauver les victimes, Sol suggère que Telu l'absorbe. Sol propose de se battre ensemble et de vaincre leurs ennemis. Telu regarde Sol avec conviction et accepte sa suggestion, puis les deux se cognent le poing en signe d'accord. La scène change pour montrer la ville paisible sous un ciel clair. Telu sent soudain quelqu'un approcher et voit Tama se précipiter vers lui en urgence. Elle est surprise que Telu semble ignorer la nouvelle jusqu'à ce qu'elle l'informe que Luna quitte déjà la ville. À l'entrée de la guilde, les habitants escortent Luna alors qu'elle part enfin. Ils s'inclinent profondément, la remerciant sincèrement pour tout ce qu'elle a fait. L'assistant de Luna réfléchit tranquillement qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses cette fois. Son assistant explique que le roi a rappelé Luna à la capitale, la forçant à rentrer. Il s'éloigne, leur pas assuré malgré les adieux précipités.
Elle continue seule sur le chemin de pierre, sans se retourner. Derrière elle, la ville s'étend paisiblement alors que sa silhouette s'éloigne. Luna admet qu'elle ne voulait pas dire au revoir mais savait que c'était inévitable. Elle révèle que c'est grâce à Telu qu'elle peut partir l'esprit tranquille. Luna s'arrête, sentant quelque chose d'étrange. Soudain, Telu apparaît dans la ruelle, l'appelant nonchalamment pour l'arrêter. Il se retourne, surpris, alors qu'il s'approche, sachant le peu de temps qu'il leur reste. Telu explique qu'il est seulement revenu pour lui rendre quelque chose qu'elle a oublié. Luna réagit avec confusion, ne sachant pas ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Il sort des brochettes grillées, les brandissant fièrement. Luna explose d'incrédulité et d'excitation en voyant sa nourriture préférée. Il explique que les brochettes sont une spécialité locale que l'on ne trouve qu'à Leaf. Souriant, il insiste pour qu'elle mange afin de n'avoir aucun regret, disant que c'est lui qui régale. Luna mange joyeusement la brochette, la savourant avec une chaleur visible. Elle sourit avec un contentement sincère, profitant pleinement du moment. La scène change pour la forêt des feuilles mortes du carré, montrant les séquelles et les cicatrices persistantes. Telu réfléchit au fait que l'incident n'a fait que renforcer davantage sa détermination. Un mois passe, marquant le début d'une nouvelle aventure. Telu claque de la langue, visiblement frustré alors que le combat s'éternise. Une violente vague de mana de vent vert éclate, ravageant le champ de bataille de manière incontrôlable. Il lutte pour contrôler le vent, réalisant que sa nature le rend beaucoup plus difficile à maîtriser. Telu note que vous contrôlait le pouvoir instinctivement auparavant. Contrairement à Sol qui utilise le vent, une force de la nature, il pense que Rune pouvait utiliser le pouvoir de Sol sans effort, sachant qu'elle était douée. Telu se résout à maîtriser bientôt la même capacité. Soudain, quelque chose ne va pas et il sent instantanément un danger. Un coup puissant envoie Telu s'écraser violemment au sol. Il maudit à voix basse. Choqué par l'attaque soudaine, Telu reprend pied, regardant droit devant lui avec une concentration renouvelée. Une étrange silhouette s'élance vers le ciel, se découpant sur le soleil alors que la puissance explose vers le haut. Telu canalise une énergie bleue, se forçant à retourner au combat. Il fonce vers le haut, fendant l'air avec une force écrasante. Un impact colossal s'ensuit alors que les puissances s'entrechoquent dans les airs. L'homme reconnaît la force de Telu, comprenant comment le carré a été déverrouillé. Telu réagit vivement alors qu'une autre présence apparaît soudainement. Ryu, le commandant de l'armée de Seth, se révèle, se tenant avec assurance devant eux. Ryu rit, se moquant de Telu pour ses difficultés et sa retenue. Il presse Telu avec enthousiasme de se rendre à la guilde pour qu'il puisse tout lui expliquer correctement. À la guilde, Tama réagit avec surprise, incapable de parler. Ryu se présente joyeusement, saluant Tama avec enthousiasme. Elle réalise que Ryu est bien plus redoutable qu'elle ne le pensait au départ. On découvre que Ryu est le commandant qui a surpassé même le chevalier Noir Nox. Elle se souvient avoir vaincu le carré et sauvé Leaf, libérant Telu de son cauchemar. Malgré son sourire, elle remarque que Ryu porte un fardeau immense et indicible. Contrairement au roi ou aux calamités, Ryu dégage l'aura d'un guerrier né. Il se tient aux côtés de Telu, poussant Tama à les reconnaître comme les humains les plus forts en vie. Soudain, Ryu change de sujet pour parler de la libération du carré et de la déclaration officielle à ce propos. Il convoque Tama et Telu, leur ordonnant de venir à la capitale royale. Un immense dirigeable descend du ciel, signalant leur départ. Volant pour la première fois, Tama s'émerveille en voyant la ville rapetissée sous eux. Ils arrivent, atterrissant en douceur à la capitale royale. La capitale apparaît, grandiose et d'une taille écrasante. Tama et Telu sont clairement stupéfaits, peinant à décrire la splendeur de la ville. Les citoyens se déplacent librement, la ville est pleine de vie. Ryu les interpelle, les guidant avec assurance. La guilde principale domine l'horizon. Énorme et majestueuse, Ryu leur laisse le temps d'explorer avant le début des procédures officielles. Pendant ce temps, un morceau de papier est posé sur la table. Ryu explique que tout a commencé lorsque les monstres ont envahi Leaf après le réveil de Telu. La peur du maire a permis à la crise de devenir incontrôlable. 22 personnes ont été enlevées, y compris Tama, tandis que 17 ont survécu. Ryu dit à Telu de ne pas déprimer et le félicite d'avoir sauvé 5 civils du carré. Telu hoche simplement la tête, approuvant ses remarques. Ryu oriente la discussion sur ce qui s'est passé après l'infiltration du carré, mentionnant les monstres de type insecte. Telu raconte qu'ils ont rencontré des fourmis, des mille-pattes et des monstres de type scarabée d'une intelligence alarmante qu'il a pris pour le roi. Tama raconte que des monstres parasites étaient également présents, compliquant la menace. Ryu note que le carré fonctionnait comme une fourmilière, produisant sans cesse des monstres. Telu frappe soudainement la table et révèle que la zone était autrefois le village d'elfes enjoués, maintenant complètement calciné. Il ajoute que de nombreux elfes succombent au miasme, se perdent et se transforment en monstres. Ryu admet que c'est une histoire douloureuse, notant que du point de vue des monstres, ils essayaient simplement d'augmenter leur nombre. Telu précise que le roi dont il parle était celui qui contrôlait tout de l'intérieur. La plupart des êtres transformés étaient des monstres de type insecte et même le simple fait de sentir ce noyau a fait réagir le corps de Tama. Pour ce soi-disant roi, Ryu note que toutes les personnes impliquées n'étaient rien de plus que des pions sacrifiables. Telu est d'accord avec lui alors que le poids de la vérité l'accable. Il identifie la véritable coupable comme étant la fée noire, réalisant qu'elle était derrière toutes les calamités auxquelles ils ont fait face. Il se souvient avoir entendu la même voix au-delà de la porte lorsqu'il a été sauvé pour la première fois. Il ajoute que si la fée noire a tout orchestré,
alors c'est une ennemie vraiment terrifiante. Tellu décide de tuer la fée noire, révélant qu'elle l'intriguait déjà auparavant. Il explique que Sol l'a sauvé alors qu'il était sur le point de mourir. Avec un sourire confiant, Tellu promet que la prochaine fois, il abattra l'ennemi à coup sûr. Ryu accepte sa résolution, reconnaissant sa détermination. Le rapport étant terminé, il clôture officiellement la déclaration et félicite Tellu pour ses efforts. Tellu se prépare à partir après un court repos, pensant que l'affaire est réglée. Cependant, Ryu admet nonchalamment que la déclaration n'était qu'une mise en scène, ce qui irrite Tellu. Il l'appelle par son nom et change le ton de la conversation, informant Tellu qu'il participera au tournoi de sélection des chevaliers. Tellu demande ce qu'est le tournoi de sélection des chevaliers, ce qui pousse Ryu à expliquer que c'est une compétition entre les pièces et qu'il faut une permission juste pour y entrer. Il explique que l'union des pièces n'a normalement pas besoin d'entrer dans le carré et requiert une permission spéciale. Ryu spécule que cela est lié au jugement du maître précédent, ajoutant que les hautes autorités examinent la situation avec une incertitude visible. Tellu réalise que cela signifie qu'il doit simplement être officiellement choisi. Ryu fait une pause, réfléchissant attentivement avant de continuer. Il révèle que le tournoi est une bataille où les pièces affrontent directement des menaces monstrueuses. Les vainqueurs sont reconnus comme des chevaliers qui protègent les purificateurs, et l'autorisation de participer à l'opération de libération du carré leur est accordée. Ryu note que même la production d'une carapace portable nécessite une approbation. Tellu accepte l'explication, reconnaissant que c'est ainsi que le système fonctionne. Ryu réagit avec soulagement, reconnaissant que Tellu soit partant. À partir de maintenant, il présente la décision comme une faveur personnelle. Il confirme également que les pièces choisies peuvent se battre directement à l'intérieur du carré. Ryu explique que seuls ceux qui ont combattu dans le carré et survécu comprennent vraiment son danger. Il révèle alors que seules 4 personnes en sont revenues vivantes, décrivant l'expérience comme un avantage inestimable. Il déclare que Tellu et Tama sont identifiés comme des survivants revenant en tant que pièces, tandis que Luna revient en tant que purificatrice. Tellu assimile tranquillement ce que cela signifie vraiment. Ryu confirme enfin son plan de créer la force spéciale de libération du carré, déclarant qu'il veut tout construire de ses propres mains. Il critique ceux qui se cachent derrière des postes sûrs et des CV bien remplis. Pendant ce temps, l'arène est prête, silencieuse avant que le chaos ne commence. Un seul pas en avant signale le début de ce qui va suivre. Une poigne tendue se resserre alors que quelqu'un se ressaisit. Les concurrents passent la porte en direction du sol de l'arène. Tellu attend à l'écart, les bras croisés, observant tout se dérouler. L'immense stade entre en éruption alors que la recherche des sauveurs de l'humanité commence, tandis que les présentateurs annoncent l'arrivée de l'un des meilleurs concurrents du tournoi, Gutch. Le géant enragé est présenté comme une force brute de la région de l'Ouest. Un guerrier flamboyant de l'Est nommé Mark apparaît, affichant une apparence décontractée. Tellu est présenté comme une recrue avec un nombre anormal de monstres tués. Mine, une petite sorcière, est révélée, tristement célèbre pour chasser des proies inimaginables. Le dernier concurrent s'avance, dégageant une pression écrasante. Reed fait son entrée, attirant immédiatement l'attention. Tama est stupéfaite en notant ses exploits et sa lame légendaire, le qualifiant de véritable prodige. Les fans crient de manière incontrôlable, complètement submergés par sa présence. Reed les salue nonchalamment, se délectant de l'admiration. Tellu observe en silence, notant à quel point Reed est absurdement populaire. Soudain, il demande si Tama a l'intention de se battre ou juste d'être spectatrice. Tellu lève les yeux. Son attention est soudainement captée. Depuis les gradins supérieurs, une silhouette familière observe en silence. Luna apparaît, observant calmement l'arène en contrebas. Tellu prononce doucement son nom, clairement surpris. Pendant ce temps, l'arène se remplit alors que tous les participants se mettent en position. Le présentateur explique que des performances exceptionnelles seront cruciales. La première manche est déclarée comme étant un test de force en 1 contre 1. Les affrontements sont décidés par tirage au sort, choquant la foule. Tellu et Reed se retrouvent face à face, révélant que les favoris s'affrontent dès le début. La foule s'agite après tout ce battage, plaignant Tellu car ils s'attendent à ce qu'il soit écrasé par Reed, ce qui pousse Luna à acquiescer en silence. Reed s'approche nonchalamment de Tellu, confirmant son identité comme s'ils se connaissaient déjà. En silence, Tellu remarque que Ryu n'a toujours pas révélé leur identité publiquement. Ryu sourit, admettant que tout cela n'était qu'une blague destinée à surprendre tout le monde. Reed salue poliment Tellu, suggérant qu'ils fassent tous les deux de leur mieux et évitent les blessures graves. Tellu acquiesce calmement, sentant que même la force de Reed pourrait ne pas représenter un réel danger. L'annonceur déclare le début officiel du combat. Reed charge agressivement dès que le signal est donné. Tellu se prépare, restant détendu malgré l'attaque soudaine. Reed frappe de toutes ses forces, soulevant des débris alors qu'il réduit la distance. Cependant, Tellu l'intercepte en plein air avec une contre-attaque précise. Le coup envoie Reed s'écraser violemment au sol. Du sang écarlate gicle alors que l'impact le laisse gravement blessé. Le public réagit sous le choc tandis que Ryu rit de manière incontrôlable. Reed gît immobile, à peine conscient après ce seul échange. Tellu s'excuse doucement, mettant fin au combat en un instant. L'annonceur explique que l'affrontement initial ne décide pas de tout, bien que le résultat soit tout de même choquant. Tellu réfléchit à ses actions, mal à l'aise quant à la façon dont le match s'est terminé. Reed est au sol, refusant d'accepter une telle défaite.
La rage le consume alors qu'il nie le résultat et refuse de reconnaître sa défaite. Les officiels demandent à Tellu de se rendre à la salle d'attente des concurrents. Tellu note en silence que le tournoi est divisé en groupes spécialisés et que tout le monde ici est clairement compétent. Quelque chose attire soudainement son attention, le faisant s'arrêter. Au loin, Mark se tient calmement au centre de l'arène. Il arbore un sourire confiant, dégageant une aisance et une expérience manifeste. Tellu sent que quelque chose cloche et réalise qu'il le fixait droit dans les yeux. Pendant ce temps, un autre combattant craque de frustration, refusant clairement de reculer. Ignorant l'avertissement, il charge imprudemment vers Mark. Soudain, un liquide se forme sous son pied, gelant instantanément au contact. La glace jaillit violemment, le piégeant et l'immobilisant en un instant. Mark explique nonchalamment que le liquide gèle à l'impact. Il s'excuse froidement, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'adversaire soit si faible. Avec un sourire enjoué, il écarte l'incident comme n'étant rien de grave. Le combattant vaincu tremble de fureur alors que des éclats de glace s'accrochent à lui. De loin, Tellu observe avec incrédulité la différence de puissance devenir évidente. Il marmonne sous le choc, s'interrogeant sur l'identité de Mark. Un autre concurrent se plaint amèrement, accusant le match d'être injuste. Min s'excuse nonchalamment, imperturbable face au chaos qu'elle a provoqué. Tellu remarque sa domination écrasante malgré son attitude calme. Pendant ce temps, Gutch rugit en préparant un coup final. Une vague de force massive s'abat, mettant fin au combat de manière décisive. Gutch rugit à nouveau en affirmant sa domination. Tellu reconnaît le mouvement comme de la force brute déguisée en simplicité. Il réfléchit également qu'une telle brutalité directe terrifierait la plupart des adversaires. Tellu commente alors que Min était déjà bien connu avant ce match. Pendant ce temps, l'annonceur déclare le premier match terminé et annonce le programme du prochain tour. Tellu réalise qu'un autre match en un contre un approche et décide d'être plus prudent. Mark s'approche soudainement de lui, s'adressant nonchalamment à Tellu par son nom. Il reconnaît Mark comme étant le même samouraï agaçant de tout à l'heure. Il se présente avec assurance et tend la main, impatient de se battre en duel. Tellu hésite, déjà épuisé par son énergie débordante. Malgré son hésitation, Tellu accepte la poignée de main. Mark se penche, avertissant Tellu de la corruption parmi les chevaliers de haut rang. Il laisse entendre que la triche est courante et qu'il a attiré l'attention au premier tour, insistant sur le fait qu'il veut un combat loyal en un contre un. D'un signe de la main joyeux, Mark souhaite bonne chance à Tellu et Senva. Il le regarde partir, concluant que malgré tout, il semble être une bonne personne. Pendant ce temps, les préparatifs pour le deuxième tour sont terminés et les concurrents sont rappelés. Tellu se ressaisit, décidant de tout donner, quel que soit le résultat. L'arène se remplit de bruit alors que le deuxième tirage au sort se termine. Tellu resserre sa main bandée, sentant que le combat à venir sera différent. Les pas d'une femme résonnent sèchement sur le sol de l'arène. Tellu se retourne pour voir que sa prochaine adversaire est Min, qui s'approche de l'autre côté du terrain. Il se souvient qu'elle est la combattante qui a remporté le premier tour sans effort. Min se déclare avec confiance son adversaire, souriant avec enthousiasme. Tellu s'avoue qu'il a peur, reconnaissant à quel point elle est dangereuse. L'annonceur signale le début du match du deuxième tour alors que les deux combattants prennent position. Tellu se rappelle qu'il ne la sous-estime pas, mais qu'il doit être encore plus prudent qu'au premier tour. Une soudaine sensation de danger se propage dans l'arène, le faisant se crisper instinctivement. Le sol sous lui s'effondre alors qu'il est entraîné vers le bas dans un piège caché. Le choc le frappe en pleine chute alors qu'il réalise qu'il n'a jamais vu l'attaque venir. Elle demande calmement s'il avait l'intention de l'affronter directement. Elle s'excuse nonchalamment, révélant qu'elle est en fait pacifiste. Min explique qu'elle préfère mettre fin aux choses avant même que le combat ne commence en posant des pièges. Tellu tombe plus profondément alors que le piège s'active, le laissant incapable de réagir. Elle lui fait joyeusement au revoir de la main, clairement satisfaite du résultat. La terre se referme au-dessus de lui, l'enterrant complètement au fond du piège. L'annonceur affirme avec confiance un autre rebondissement après que Min a vaincu Tellu sans effort. Une fosse massive s'ouvre soudainement sous l'arène, et Tellu disparaît sans crier gare. Il s'accroche à peine au mur qui s'effondre, stupéfait par le piège. Il réalise que Min a caché son mana sous ses pieds et admet qu'il a été négligent. Reconnaissant sa force, il estime qu'elle pourrait être à son niveau. Tellu se stabilise et analyse ses techniques, notant leur précision. Il décide de contre-attaquer avant même que le vrai combat ne commence. Utilisant un mouvement explosif, il se propulse hors de la fosse. La foule explose alors que Tellu revient du piège sans fond. Min plisse les yeux, reconnaissant que sa force est excessive. Tellu atterrit proprement, reprenant le contrôle du champ de bataille. Il remercie Min, admettant que son piège lui a ouvert les yeux. Il s'avance et sort calmement de la zone de danger. Elle a un sourire narquois, irrité mais impressionné par son sang-froid. Min admet qu'elle avait l'intention de terminer le combat d'un seul coup. Min révèle le bluff et lance elle-même l'attaque. Elle réduit la distance pendant que Tellu se tourne pour lui faire face. Tellu réagit instantanément, changeant de posture en plein mouvement. Min frappe directement, forçant Tellu à se défendre. L'impact le fait tournoyer dans les airs. Tellu se rétablit et confirme que la menace précédente était une feinte. Soudain, un cercle d'invocation s'active sous lui alors que des pics jaillissent vers le haut. Tellu se raidit, réalisant le danger trop tard. Min déchaîne un barrage magique incessant. L'assaut pousse Tellu dans ses retranchements. Min le nargue, lui reprochant de trop se concentrer sur elle.
Tellu expire, calmant sa respiration. Il loue son contrôle d'invocation, impressionné par les pièges intégrés. Min se moque de lui, affirmant qu'il a encaissé ses attaques les plus puissantes. Elle se prépare à intensifier le combat. Tellu lui demande si elle peut se défendre. Il charge de front, enveloppé d'une énergie crépitante. Il jure d'arrêter l'attaque avant qu'elle ne le touche. Min se prépare et croise les bras en signe de résistance. Un immense cercle magique s'illumine derrière elle. Tellu brise le sort avec une force écrasante. Il comprend immédiatement sa stratégie en plein affrontement. Min lance un autre cercle d'invocation pour reprendre ses distances. Un gouffre tourbillonnant s'ouvre sous elle alors qu'elle tente de s'échapper. Tellu se retourne calmement, anticipant déjà le résultat alors que Min se téléporte de l'autre côté de l'arène. Tellu fait l'éloge de son timing et de son exécution. Il lui demande si elle a autre chose en réserve, tandis qu'il fonce, ses lames chargées de foudre lacérant le sol de l'arène. Tellu en demande plus, continuant son assaut. Min lève soudainement la main, se rendant enfin et admettant sa défaite. Tellu se fige. Confus par cette fin soudaine, elle explique qu'elle conserve ses forces pour le prochain tour. L'arbitre déclare Tellu vainqueur. La foule grogne, déçue que le combat se soit terminé si tôt. Ryu songe que les combats contre les monstres ne sont pas censés être des spectacles tapax en grave l'œil, et que savoir abandonner est aussi une compétence. Il note qu'elle a même réussi à déjouer Tellu un instant, qualifiant sa performance de solide et la considérant comme une piste prometteuse. Tellu s'examine et réalise qu'il n'a subi aucun dommage réel, concluant que tout s'est bien terminé. Le présentateur déclare que tous les matchs sont terminés, signalant la fin de la manche. Pendant ce temps, Mark s'avance alors que l'attention de la foule se tourne vers la prochaine annonce. Le présentateur annonce officiellement les concurrents qui passent au deuxième tour. Il est révélé que 15 pièces ayant remporté au moins une victoire continueront. Les concurrents reçoivent l'ordre de passer à l'étape suivante alors que Min active un cercle de téléportation. Tellu se demande quel genre de défi les attend ensuite. La curiosité remplace la tension précédente. Les concurrents restants sont conduits vers un passage scellé, disparaissant de l'arène. Ailleurs, le ministre Kimono observe en silence, son expression calme et impénétrable. Il marche seul dans un couloir de pierre, loin du bruit du tournoi. Confiant que tout est en place, il décide d'attendre et de laisser les événements se dérouler, déclenchant la deuxième épreuve pour mettre le destin en marche. Le ciel s'éclaircit tandis que l'arène se prépare pour la prochaine étape du tournoi. Le présentateur remercie la foule et annonce que le deuxième tour est sur le point de commencer. Il rappelle à tous que le premier tour a offert des combats non-stop, suscitant des attentes encore plus grandes. Il est révélé que le deuxième tour est une épreuve de chasse aux monstres. On informe les concurrents que des monstres ont été rassemblés de l'extérieur de la ville pour ce défi. On leur dit que la force et la stratégie détermineront le succès de cette manche. Tellu note silencieusement qu'ils auront besoin d'un peu de tout pour survivre. De petits enregistreurs magiques sont montrés, placés sur tout le terrain pour surveiller les combats. Le présentateur explique que le personnel interviendra si le danger augmente, mais que cela entraînera l'abandon. Les règles étant établies, le présentateur signale officiellement le début de la manche. Le tournoi de sélection des chevaliers entre dans sa deuxième phase. Le deuxième tour commence alors que les concurrents se dirigent vers les terrains de chasse. Les portes s'ouvrent, libérant les participants dans la forêt. Tellu observe qu'il sera difficile de suivre les autres combattants d'ici. Ailleurs, un autre concurrent charge, déjà engagé dans un combat. Tellu rencontre son premier adversaire et le reconnaît immédiatement. Le monstre révélé est Fenrir, l'une des bêtes les plus dangereuses de l'épreuve. La créature bondit avec une férocité écrasante. Les spectateurs à proximité réagissent, soulagés que Fenrir ne les ait pas ciblés à la place. Le présentateur souligne avec enthousiasme la vitesse fulgurante et les griffes acérées de Fenrir. Tellu analyse calmement les forces de la bête pendant qu'elle avance. Il se prépare à frapper, concentrant ses mouvements. D'un seul coup décisif, Tellu achève Fenrir instantanément. Les observateurs sont stupéfaits par la vitesse et la puissance de l'attaque. La foule se demande comment quelqu'un d'aussi fort a pu passer inaperçu jusqu'à présent. Tellu se ressaisit, notant que cette victoire devrait le faire monter dans le classement. Il décide de continuer et de vérifier la situation des autres concurrents. Soudain, une vague de foudre éclate à proximité. Un autre affrontement se déroule dans la forêt, attirant l'attention. Le présentateur réagit avec stupeur alors que plusieurs combats s'intensifient en même temps. Les enregistreurs magiques commencent à mal fonctionner sous la pression. Plusieurs appareils sont détruits les uns après les autres. Les officiels réalisent qu'ils ne peuvent plus voir ce qui se passe dans certaines parties du terrain. Tellu remarque que plus rien ne s'affiche sur les moniteurs. Il sent que quelque chose ne va pas alors que la forêt devient anormalement silencieuse. Tout en haut, la canopée bruise d'un mouvement invisible. Une bête massive attaque soudainement d'en mais Gutch intercepte le coup de front. Un autre monstre se faufile derrière lui, mais il continue le combat et écrase le monstre au sol. Pendant ce temps, le cercle magique lumineux de Min s'active à proximité, invoquant un abîme qui fait tomber le monstre. Gutch réagit à l'attaque soudaine, tandis que Min apparaît calmement d'en alors qu'il lui dit de ne pas se mêler de ça. Elle s'excuse légèrement, admettant avoir agi trop vite. Gutch fait remarquer qu'il préférerait ne pas l'affronter, mais reconnaît les progrès de son adversaire. La tension entre eux s'intensifie alors qu'ils se regardent dans les yeux. La foudre jaillit de nouveau sans avertissement. Min et Gutch battent en retraite, évitant de justesse un coup fatal.
Gutch reconnaît l'arrivée d'une autre menace et note qu'ils s'en prennent maintenant aux pièces eux-mêmes. Min se demande soudainement si aujourd'hui est son jour de chance après l'arrivée d'une nouvelle menace. Un autre éclair frappe le sol, signalant que le deuxième tour prend une tournure bien au-delà des attentes. Il est révélé que Reed est à l'origine des éclairs, alors que la foudre dorée crépite violemment autour de lui. Il leur demande calmement de ne pas résister, promettant de les assommer sans leur causer de blessures graves. Gutch prévient froidement que ses paroles lui seront retournées, tandis que Min l'exhorte à se rendre pacifiquement. L'énergie dorée se condense en une lame alors que Reed déclare que ça se termine maintenant. Il s'élance, la foudre déferlant alors qu'il frappe avec une force écrasante. Gutch se raidit sous le choc, sentant une quantité irréelle de mana émaner de Reed. La lame dorée s'écrase au sol, libérant une violente onde de choc. Soudain, Reed disparaît du champ de vision de Min, démontrant son immense vitesse. En un éclair, Reed balance son épée et lui ordonne calmement de disparaître. Soudain, une colonne massive d'énergie bleue apparaît, engloutissant le champ de bataille. L'explosion entre en collision frontale alors que Telu arrive et affronte Reed. Telu crie de toute urgence à Gutch et Min de s'enfuir alors que l'énergie devient incontrôlable. Les yeux de Reed se plissent alors qu'il endure la pression, la foudre crépitant plus intensément autour de son corps. Telu affronte Reed de front tout en ordonnant aux autres de fuir. Il déclare qu'il s'occupera de Reed seul, croisant son regard sans hésitation. Gutch et Min hésitent, abasourdis par le changement soudain de la situation. Telu leur ordonne de retourner d'urgence en ville et de prévenir tout le monde qu'il y a une urgence. Les deux restent stupéfaits, encore visiblement secoués. Des éclairs jaillissent alors que le duel s'intensifie, faisant trembler le sol de la forêt. Telu remet en question la nécessité d'une force aussi écrasante pour éliminer des rivaux. Reed ne répond que par le silence, son expression vide et déterminée. Telu sent un changement, réalisant que son adversaire n'est plus du tout le même qu'avant. Il reconnaît le regard troublant de quelqu'un animé par quelque chose qui dépasse la raison. La foudre se condense au-dessus de Reed alors que la puissance s'accumule rapidement. Telu évite de justesse le coup descendant, sentant la pression le frôler. Une énorme explosion de foudre s'écrase au sol, dévastant la forêt. La fumée et les débris se dispersent tandis que Reed se tient à distance, indemne. Son regard s'aiguise, se fixant sur Telu avec une intention renouvelée. Telu contre-attaque avec une rafale d'énergie bleue, créant de l'espace entre eux. Reed recule légèrement, irrité par l'interruption. Des lames de foudre se heurtent au mouvement de Telu alors que tous deux repoussent leurs limites. Il réalise que son adversaire est encore plus rapide que lors de leur première rencontre. Reed a également du mal à porter un coup décisif malgré sa vitesse. Telu l'étudie attentivement, sentant un danger sous les attaques incessantes. Il en déduit que cette offensive constante est utilisée pour drainer son endurance et restreindre ses mouvements. Reed comprend qu'encaisser un seul coup direct serait fatal. L'énergie se concentre violemment alors que la technique suivante commence à se former. Reed prépare un coup de grâce, y mettant toute sa force. Telu augmente sa puissance, jurant de tout bloquer de front. Une énergie bleue déferle alors que Telu charge à travers le champ de foudre. Il croise le regard de son adversaire, refusant de reculer. Reed lève soudainement sa lame vers le ciel, invoquant un pilier de foudre. Le champ de bataille est englouti par une lumière aveuglante alors que l'attaque s'abat. La foudre inonde le ciel, déformant l'air lui-même. L'épée sert de conduit, attirant l'énergie destructrice tout droit vers le bas. Telu fait face au coup de front alors que le sol se fissure sous lui. Reed prononce le jugement, déchaînant toute la puissance de la technique. La foudre s'élance en un arc dévastateur. L'explosion éclate, laissant Telu sans voix alors qu'elle engloutit le champ de bataille dans la lumière et les débris. Le ciel s'assombrit tandis que l'impact envoie des ondes de choc vers l'extérieur. Une colonne de foudre colossale consume la forêt. Les arbres sont anéantis alors que le coup continue de creuser vers le bas. Un cratère immense se forme, de la fumée s'élevant sans fin de son centre. Reed halète, s'appuyant sur son épée. Il réalise que l'attaque n'a pas tout terminé comme prévu. Telu émerge de la fumée, mal en point mais debout. Les débris pleuvent alors que le champ de bataille se calme. Telu exige de savoir qui a orchestré l'attaque en repoussant violemment Reed. Il insiste pour avoir des réponses, affirmant qu'il doit y avoir une raison pour que ça aille aussi loin. Reed hésite, clairement en conflit avec lui-même. Telu promet de l'aider si la vérité est révélée. Reed finit par lui répondre, révélant que les hauts gradés ont conclu un marché avec lui. Il admet que bien qu'il ait prévu les monstres, quelque chose de bien plus dangereux est intervenu, ce qui a choqué Telu. Il explique que l'accord consistait à remodeler la capitale en une grille carrée, ce qui était au cœur de leurs négociations. Les monstres ont qualifié la zone de territoire de guerre, transformant la capitale en un champ de bataille contrôlé. Ils prévoient d'utiliser le tournoi pour chasser les pièces, puis d'envoyer leur armée sur la capitale désormais sans défense. Le rôle de Reed était de s'assurer qu'aucune pièce ne retournerait à la capitale royale et de s'occuper des opérations secrètes, bien que certains participants devaient être épargnés. Il avoue que les monstres ont pris sa sœur en otage, ne lui laissant d'autre choix que de coopérer. Telu exprime son choc en réalisant quel monstre a proposé le marché à Reed. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il serre les dents, la colère montant alors qu'il prend conscience de la vérité. Soudain, des bruits de pas précipités martèlent le sol. Gutch et Min foncent, se plaignant que la conspiration est bien plus profonde que prévu. Pendant ce temps, Mark se retourne à un bruit derrière lui, surpris par une présence inattendue. Il demande nonchalamment ce qui se passe.
Min leur dit de retourner d'urgence en ville alors qu'elle révèle la vérité à tout le monde. Tous les trois se fichent sous le choc alors que la situation dégénère soudainement. Une aura sinistre et déformée apparaît devant, signalant l'approche de quelque chose de dangereux. Des silhouettes sombres commencent à émerger au loin, leur forme à peine visible. Les monstres se manifestent pleinement, leur présence confirmant que la véritable menace est enfin arrivée. La forêt est silencieuse, le chemin devant semble vide et tranquille. Quelque chose fend l'air à grande vitesse, brisant le calme en un instant. L'attaque projette Min droit dans un arbre, l'impact fissurant l'écorce et secouant le sol. Elle hurle de douleur, son corps incapable d'absorber le coup jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le sol de la forêt, tandis qu'une faible silhouette bleue vacille à proximité, observant. Une grande créature masquée se révèle entièrement, son corps enveloppé d'une énergie bleue et glaciale. Min serre les dents, réalisant que l'attaquant essaie clairement de les séparer intentionnellement. Pendant ce temps, Mark ne recule pas alors qu'un monstre à l'aura rouge apparaît devant, bloquant le chemin. Il sourit malgré ses blessures, perturbé par les tactiques tordues de l'ennemi. De l'autre côté, Gutch se tourne vers une silhouette verte et brillante au loin, sentant une autre menace approcher. Son expression se durcit alors qu'il peine à accepter qu'un tel monstre puisse exister. Au loin, Telu et Reed restent sur le champ de bataille, leurs armes tombées entre eux. Telu lève les yeux d'un air sombre, réalisant que le chaos qui se déroule a été orchestré depuis le début. Tout en haut, la silhouette de Ren flotte silencieusement dans le ciel. La fée noire apparaît de nouveau, souriant calmement en confirmant que cette issue était inévitable. L'obscurité s'installe tandis que Ren promet qu'ils se reverront très bientôt. Telu réplique avec colère, lançant une insulte alors qu'elle se détourne. Ren a un sourire narquois, se demandant si les autres ont déjà commencé leurs propres épreuves. Une énergie bleue jaillit le long du bras de Telu alors qu'il se prépare à frapper, refusant de la laisser s'échapper. Ren rit légèrement, révélant qu'elle a apporté un petit cadeau spécial. Telu réagit avec stupeur quand Ren lui signale qu'elle a suivi la position des écus. Ren admet nonchalamment qu'elle a amené de l'aide supplémentaire, anticipant une résistance. Des nuages sombres tourbillonnent alors qu'une énergie déformée se rassemble, altérant les environs. Une présence massive commence à descendre, sa forme à peine contenue dans le vide tourbillonnant. Les yeux de Telu s'écarquillèrent alors qu'il réalise que le danger dépasse de loin ses attentes. Une épaisse fumée se répand sur le champ de bataille, montrant une vision déformée de Rune. À travers la brume, elle se tient calmement, son apparence étrangement sereine au milieu du chaos. Une scène violente montre le monstre blessant Rune lors d'une rencontre précédente. Ren signale d'un air moqueur l'apparition de son cadeau, invoquant une entité sinistre qui rayonne d'une puissance écrasante, laissant entendre qu'il s'agit de Rune sous une forme corrompue. Ren observe avec amusement, intrigué par la réaction de Telu. Un torrent d'énergie bleue jaillit, projeté vers le haut avec une force destructrice. Telu hurle de fureur en chargeant, refusant de se laisser submerger. L'explosion traverse le ciel, fendant l'air en direction de sa cible. Une énergie verte jaillit soudainement en réponse, entrant violemment en collision avec l'attaque adverse. Le choc explose, envoyant des ondes de choc à travers le champ de bataille. D'en-haut, Ren observe le chaos, satisfaite de voir les événements devenir hors de contrôle. Elle fait remarquer que la situation est désormais scellée, forçant toutes les personnes impliquées à jouer le jeu. Les trois monstres masqués apparaissent, déclarant qu'un démon calamiteux est requis pour la suite. Ren explique que la créature ne correspond peut-être pas au plan initial, mais qu'elle suffira. Avec un sourire, elle note que de nouvelles arènes seront forgées pour remplacer ce qui a été perdu. La scène se déplace vers l'immense stade rempli de spectateurs ignorant la menace imminente. Les gens commencent à remarquer que quelque chose ne va pas alors que la tension se propage dans la foule. Ryu sent soudain un danger, réalisant que la panique pourrait éclater à tout moment et décide qu'il est peut-être temps pour lui d'intervenir. Soudain, quelque chose attire son attention. Ses yeux parcourent des couloirs de pierre tandis que des alarmes résonnent faiblement. Le ministre Komono se révèle et marmonne que les choses étaient censées être sous contrôle. Ryu s'approche et interroge le ministre. Komono panique, reconnaissant que Ryu vient de l'entendre. Il crie de peur alors qu'il est soudainement saisi, tandis que Ryu exige de savoir ce qui se passe réellement. Des fissures sombres se propagent dans le ciel au-dessus de l'arène alors que quelque chose de massif se fraye un chemin. Ryu agrippe le fonctionnaire tremblant tout en observant le ciel. Une masse tourbillonnante d'énergie corrompue se déchire en plein air. De la distorsion, des bêtes monstrueuses surgissent, rugissant en descendant. Ryu recule, incrédule, réalisant que ce n'est pas une illusion. Ren annonce calmement que des milliers de monstres sont arrivés. Elle sourit en souhaitant la bienvenue aux humains au véritable commencement. Dans les rues de la capitale, les civils sont confrontés à des monstres qui avancent. Plusieurs pièces serrent les dents, se préparant au combat. D'autres regardent, choqués, figés par la menace écrasante. Après avoir réalisé que Rune est utilisée, Telu se jette en avant pour l'arrêter, exigeant qu'on la lui rende. Pendant ce temps, un souvenir refait surface de la sœur joyeuse de Reed faisant l'éloge de son grand frère comme un héros. Elle déclare fièrement à quel point elle est honorée de l'avoir comme frère. Ses encouragements persistent, le poussant à continuer quoi qu'il arrive. Le présent revient brusquement alors que le corps de Reed gît étendu sur le sol. Il s'effondre au sol, se demandant ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps. Le champ de bataille s'étend sous un ciel lourd et menaçant. Mais se serre dans ses bras alors qu'un monstre s'approche. Son cercle magique lumineux se forme sous le monstre, déformant l'espace autour de lui.
Elle se téléporte à distance pour échapper à l'attaque du monstre. Elle serre les dents, réalisant que tout ce qu'elle peut faire, c'est esquiver. Le corps massif du monstre se tord alors qu'il charge à nouveau. Un coup violent atterrit, envoyant des ondes de choc à travers le sol. Elle recule de douleur, se tenant à peine debout. Une main crépite d'énergie magique concentrée. Ailleurs, Mark tire sa lame brillante et invoque une arme magique puissante. Il se ressaisit, sachant qu'il doit mettre fin au combat ici. Le monstre rassemble une flamme, formant un noyau de puissance flamboyant. Un démon imposant vêtu de feu se manifeste, dégageant une chaleur écrasante. Mark sourit, imperturbable face à la montée de la température. Un impact explosif déchire le champ de bataille. Mark charge à travers les flammes, sa lame brillant d'une lumière froide. Son coup fend le feu et la force en même temps. Il remarque calmement que l'attaque de l'ennemi s'est déjà évaporée. Pendant ce temps, la rage de Gush déforme son visage alors qu'il se pousse en avant. Son pied massif s'abat, faisant trembler la terre. Des rochers s'effondrent alors qu'un puissant combattant se débat sous les débris. Une énergie verte déferle, s'enroulant fermement autour de sa cible. Avec un rugissement, le combattant se libère et riposte. Une lame de lumière verte file en avant à une vitesse terrifiante. L'attaque tranche les obstacles, déchirant le sol. Le monstre peine alors que le vent tourne contre lui. Gush frappe de toutes ses forces, refusant de reculer. Un violent choc d'énergie verte et bleue explose en plein air. Gush réalise qu'il fait face à une capacité qui renvoie toutes les attaques. Il chancelle, forcé de se mettre sur la défensive. La sueur perle alors qu'il admet que la force brute seule ne fonctionnera pas. Une autre collision envoie l'énergie en spirale hors de contrôle. Rune, enveloppée de puissance verte, flotte de manière menaçante au-dessus. En bas, Telu rassemble ses forces pour une frappe puissante. La lame s'écrase sur elle dans une explosion aveuglante. Les conséquences révèlent des corps projetés à travers le champ de bataille. Pendant ce temps, le poing serré de Reed tremble faiblement contre la terre. Dans l'obscurité, le doute refait surface sur qui il est vraiment. Ses pensées se tournent vers l'intérieur, remplies de culpabilité et de désespoir. Un son aigu coupe le silence alors que Telu atterrit à proximité. Il déclare que d'autres combattent encore des ennemis puissants. Reed réalise qu'il a placé sa confiance en lui. Telu crie que la fois où le doute n'a plus d'importance, seule la détermination compte. Il exige qu'il se souvienne pourquoi il se bat alors qu'il se tourne pour lui faire face. Un gros plan de son œil tremblant montre l'hésitation et la peur refaire surface. Reed se souvient des encouragements qu'il a reçus de sa sœur, lui disant de tout donner. Son expression se durcit alors qu'il se ressaisit, choisissant la détermination plutôt que le doute. Reed s'avance, son ombre s'étirant sur le sol alors qu'il s'engage dans le combat. La foudre crépite alors que son pied s'abat, la puissance déferlant dans son corps. Serrant les dents, il surmonte la douleur et accélère. Son mouvement devient flou, laissant des traînées alors qu'il charge à toute vitesse. De l'autre côté, Min réagit sous le choc, réalisant qu'elle est bien plus rapide et implacable que prévu. Elle étend son cercle magique, tentant de piéger l'adversaire à sa portée. Le monstre à la peau bleue reste imperturbable, sa présence toujours écrasante. La confusion traverse son visage alors qu'elle peine à suivre ses mouvements. Le monstre disparaît et réapparaît, déchirant l'espace à une vitesse terrifiante. Elle panique, choquée qu'il se soit retenu pendant tout ce temps. Reprenant sa concentration, elle remarque une brève faille dans son schéma d'attaque. Le monstre se jette à nouveau en avant, comblant la distance instantanément. Elle lève sa magie défensivement alors que la pression monte. Ses yeux se plissent alors qu'elle décide de riposter au lieu de battre en retraite. Soudain, la foudre éclate violemment alors que les deux forces s'affrontent de front. Reed traverse l'impact, l'électricité et la force déchirant le champ de bataille. Des renforts arrivent alors que Mine crie son nom pendant qu'il se jette dans le combat. S'excusant d'avoir échoué auparavant, Reed se ressaisit et jure de tout renverser. Reed reprend son élan, déclarant que le combat tourne à partir de maintenant. Elle se rebiffe et lui dit de ne pas lui donner d'ordre. Reed s'élance vers le haut, s'abattant avec force. Il sent son pouvoir magique revenir et se ressaisit. Il ordonne un regroupement, prévoyant d'attirer l'attention de l'ennemi. Min se demande s'il va se servir d'appât. Elle est résolue à affronter le jugement en tant qu'humaine. Reed, inspiré par sa résolution, refuse de mourir de la main d'un monstre. Min accepte le plan, faisant confiance à son jugement. Elle invoque ses cercles magiques, préparant son action. Une créature monstrueuse jaillit sous l'effet de l'invocation. Le sol se brise lorsque la créature atterrit avec une force écrasante. Reed affronte de front le combattant bleu au milieu des étincelles. Il peine à stopper l'élan écrasant de l'ennemi, pressant le monstre sans relâche. Une énergie violette explose alors que la magie et l'acier s'entrechoquent. Le nom de Murazam est invoqué alors que la puissance s'accumule. Mark se tient avec assurance, épée dégainée et son aura gelant l'air. Il déclare calmement qu'il est temps pour l'ennemi de geler sur place. Un démon enveloppé de flammes répond, brûlant plus ardemment. Des flammes jaillissent violemment alors que le démon fonce en avant. Mark réagit avec stupeur lorsque le feu atteint sa lame. Il réalise que la chaleur monte bien au-delà de ses attentes. L'épée commence à fondre sous la température intense, transformant le champ de bataille en un brasier. Mark maudit, reconnaissant la montée en puissance de l'ennemi. Le feu se propage de manière incontrôlable, roussissant la forêt environnante. Il remarque que les flammes ordinaires ne peuvent pas le blesser, mais que celles-ci sont différentes. Les flammes du démon deviennent plus denses et plus mortelles. Mark sent que le feu commence à faiblir.
Mark regarde droit devant lui, tenant à peine debout au milieu du mirage de chaleur. Un énorme vortex de feu se forme, tourbillonnant violemment. Le vortex se comprime en un noyau flamboyant. L'explosion engloutit tout le terrain. Mark a un sourire narquois, se croyant fini. Un coup soudain descendant transperce les flammes. Le feu déferle à nouveau, prouvant que l'ennemi a survécu. Mark est repoussé par la nouvelle explosion. Le sceau magique lumineux de Min s'active sous ses pieds. Il bat en retraite instantanément, déclarant qu'il s'en va. Le démon reste immobile, mal en point mais conscient. Pendant ce temps, le cercle magique descend, projetant Mark au sol. Une dernière explosion éclate au loin. Mark regarde, incrédule, réalisant qu'il a survécu. Min l'interrompt brusquement, demandant la prochaine action. Pendant ce temps, la fumée se dissipe au-dessus des arbres alors que le champ de bataille devient silencieux. Gutch peine, incapable de bouger à cause d'un mur solide. Il réalise que des barrières l'entourent complètement. Les murs se referment de tous les côtés, le piégeant entièrement. Il panique alors que l'arène scellée se resserre. Gutch grogne de rage alors que la pression se referme sur lui. Il réalise que la barrière essaie de l'écraser vivant. Il essaie de résister avec sa force brute mais commence à peiner. Un pilier de force vert descend, mais le cercle magique de Min l'emporte, l'aidant à fuir sous le regard incrédule du monstre. Min parvient à récupérer Gutch à temps alors qu'il s'effondre au sol. Elle confirme que le chemin vers la ville est maintenant dégagé. Le démon rouge fonce en avant, refusant de battre en retraite. Les autres démons apparaissent, encerclant le groupe. Il réalise que la menace des monstres n'est pas complètement terminée. Reed s'excuse intérieurement d'avoir laissé la situation dégénérer. Min a un sourire narquois, reconnaissant le danger tout en restant calme. Ils se regroupent instantanément, obtenant un avantage numérique. Reed remarque qu'ils sont maintenant plus nombreux que les ennemis. Les trois silhouettes démoniaques font simultanément, tandis que Reed crie à la contre-attaque en se préparant à prendre la tête. Les pièces affrontent les démons en face à face. La configuration du champ de bataille devient claire alors que les deux camps se font face. Les silhouettes démoniaques se déploient, se positionnant délibérément. Mark commente la pression écrasante qu'il dégage. Gutch l'avertit de ne pas laisser cette présence obscurcir son jugement. Un sourire narquois apparaît alors que l'excitation commence à monter. Reed rappelle soudain que le travail d'équipe est la clé pour gagner ce combat. Il note les mouvements de l'ennemi et révèle des attaques coordonnées destinées à les submerger. Réalisant le danger, le groupe se prépare. Une énorme vague de feu éclate, engloutissant le champ de bataille. Mark note que la chaleur s'intensifie à un niveau extrême qui menace sa magie défensive. Min lève la main, contrant avec une précision contrôlée. Son brasier tourbillonnant s'étend, heurtant des barrières magiques, mais le cercle de Min se forme et comprime les flammes en une attaque ciblée. Un des démons avance, mais Min note que cela n'a pas d'importance tant que son coup ne les atteint pas. Elle lève la main, invoquant un autre cercle magique. Le feu et la magie tourbillonnent ensemble alors que les attaques s'entrechoquent violemment. Une barrière transparente bloque l'explosion à la dernière seconde. Gutch réalise que la défense de l'ennemi est plus forte que prévu. Min ajuste calmement sa stratégie sans hésitation. Son portail magique s'ouvre et libère l'attaque du monstre. Elle confirme que le plan fonctionne car la barrière tient bon. Les flammes déferlent à nouveau, forçant un démon à battre en retraite. Un ennemi subit des dégâts visibles, chancelant sous l'assaut. Un sourire confiant apparaît sur le visage de Mark alors que l'avantage devient clair. Pendant ce temps, le deuxième démon charge avec une vitesse explosive. Une frappe basée sur la vitesse atterrit, secouant le champ de bataille. Reed déclare qu'il a déjà neutralisé leur avantage de vitesse. Le démon bleu tente de percer avec sa force brute. Le geste calme de la main de Mark scelle la voie de fuite, invoquant une énergie glaciale qui immobilise le démon. Min annonce qu'elle compte sur ses alliés. Un coup puissant s'abat d'Eno. Une entaille précise tranche la défense du démon. Le démon bleu s'effondre, sa forme se déstabilisant. L'équipe se regroupe alors qu'un ennemi est vaincu. La stupeur se répand alors qu'il réalise que le deuxième démon est tombé. Il ne reste qu'un seul ennemi, attirant l'attention de Mark. Un gros plan révèle la tension croissante du dernier adversaire. Une aura rouge sombre s'embrase violemment autour de lui. Le démon commence à accumuler de la puissance au lieu de battre en retraite. L'énergie se condense autour du corps du démon, déformant l'air. Ils foncent avec un élan irrésistible, leurs corps s'entrechoquant en succession rapide. Une aura rouge massive engloutit complètement le démon. Le champ de bataille tombe dans un silence de mort tandis que sa forme transformée se révèle. Le groupe recule d'horreur devant la nature grotesque de la créature, dont la présence irradie une faim cannibale. Reed se fiche sous le choc, sentant une intention meurtrière écrasante émaner de l'ennemi. Comprenant le danger trop tard, il hurle un avertissement alors que la situation dégénère. Le corps du démon enfle d'énergie cramoisie, ses muscles se contractent sous la violente montée en puissance. Des éclairs sombres crépitent autour du monstre, signalant une transformation destructrice. Une griffe massive s'écrase au sol, libérant une onde de choc qui se propage sur le champ de bataille. L'équipe se regroupe à distance, sur le qui-vive, tandis que la créature s'effondre un instant, écrasée par sa propre puissance. Le démon est pris de convulsions et se tord de façon contre nature, ses membres se déformant alors qu'il se force à se remettre debout. Le groupe observe dans un silence de plomb le monstre se dresser à nouveau.